Allez, c'est parti. Donc, on attaque le dernier module. Alors, c'est le numéro 4, mais c'est celui par lequel on finira, Emilien. Merci. Qui est pas forcément la partie la plus fun. Alors, je vais essayer de la rendre intéressante, mais encore une fois, tout ce qui est réglementation, c'est comme quand vous passez le code de la route, hein, c'est un peu chiant. Là, on va voir, il y a certains trucs qui sont intéressants, d'autres trucs qui sont un peu moins fun. On va être obligé de parler de tout, de toute façon, donc voilà. Donc, on va commencer hop là, par les organismes qui sont chargés de la réglementation. Ça, vous pouvez trouver ça dans les vidéos N34. Alors pour Phil Arthur, tout ce que je vous donne en vert là, comme ça, c'est les vidéos de AeroAngel. Dans ces vidéos à lui, si tu vas voir la playlist réglementation, c'est la vidéo numéro 34. Ok. Donc, non, le N c'est le module. Avant il les avait appelés N, maintenant il a mis une petite icône et bon, voilà. Dans les organismes qui sont chargés de la réglementation, on va trouver des organismes mondiaux, des organismes européens et des organismes français. Au niveau mondial, celle qu'il faut connaître, c'est l'OACI. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions sur tout ça. Il y a en général une ou deux questions sur ces organismes et tout ça. Donc c'est un peu chiant, mais il faut savoir que... Non, sur cette partie qu'on va faire qui n'est pas forcément très... voilà. Le truc important, c'est que l'OACI, c'est une organisation de l'aviation internationale, d'accord? Ils ont fait une convention, vous voyez, en 1944. Ouais, ça vous parle un peu? C'est à quel moment ça? La guerre, hein? Ouais, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Ils ont fait une convention. Une convention, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que tous les gens qui l'ont signé s'accordent à respecter de ça, ces règles-là. Une convention, ça ne veut pas, c'est pas des lois à proprement parler. Une loi, c'est quelque chose qui est national. Une convention, c'est quelque chose qui va être signé par plusieurs parties et qui s'accordent à dire qu'ils vont respecter les trucs. D'accord? On est semi-obligé, quoi, voilà. Le but du jeu, c'est en gros de définir des règles qui sont communes à tout le monde, pour éviter que, quand un avion français va voler en Espagne ou va voler en Allemagne, bah, qu'il y ait des accidents parce qu'on n'a pas le même code de la route. Vous prenez votre voiture, vous allez rouler en Angleterre. Bon, heureusement, on a une mer pour pouvoir changer de côté de la route, mais de base, vu qu'ils ne roulent pas du même côté de la route, c'est un peu problématique. En avion, on ne voit pas les frontières dessinées entre nous, on n'a pas le panneau qui nous dit « Ah, bienvenue en Angleterre ». Donc en fait, il faut quand même qu'il y ait des règles de fonctionnement qui soient à peu près communes dans les espaces aériens. D'accord ? Voilà. Donc la première langue qui est reconnue, c'est bien entendu l'anglais. On ne peut pas sauter ça. Et la deuxième, c'est le français. Voilà. À l'époque, s'il faut savoir, il y a très longtemps, hein, la langue officielle du commerce, c'était le français. Il y a très longtemps, avant que ce soit l'anglais. Ouais. Même plus que 500 ans. On parle en siècle. En gros, ici, eux, ils écrivent quoi? Ils écrivent des normes et des pratiques communes. D'accord? En gros, ils définissent des normes et des pratiques communes recommandées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, après, chaque État, chaque pays, il va faire ses propres règles et il va essayer de respecter ces normes et ces pratiques pour que tout le monde ait des règles qui soient à peu près cohérentes. Ok? Donc là, on était au niveau mondial. Pour nous, c'est quoi le niveau juste en dessous? Européen. Le niveau européen. Le niveau européen, c'est l'EASA, l'Agence de sécurité d'aviation européenne. En français, on l'a dit ASAE, d'accord? On le lit à l'envers et quand c'est en anglais, ben on le lit dans ce sens-là. Ok? L'EASA, il faut faire attention, souvent, on la confond avec Eurocontrol. Il y a une différence, c'est que Eurocontrol, eux, ils font de la sécurité de la navigation aérienne. Mustapha, putain. Mets-toi tout seul, te mets pas à côté de lui. Ok. Alors, l'EASA, elle est basée à Cologne. Il y a des questions sur ça régulièrement. Voilà. Voilà. Et là, l'EASA, elle fait plutôt la réglementation.
Alors là, c'est la partie la plus chiante d'aujourd'hui, vous inquiétez pas, ce sera un peu moins chiant après. Ok. Elle fait la réglementation communautaire. Ok. Donc l'EASA, hop, c'est elle qui fait la réglementation. Eurocontrol gère la sécurité. Donc d'un côté, on gère les lois plutôt, et l'autre... Je sais pas. Si je l'ai noté, c'est que il me semble qu'il y a eu une fois une question sur Eurocontrol, et en fait, on n'en avait pas besoin, mais je vous le précise pour vous dire que c'est pas la même chose, juste. Ce qu'il faut retenir, c'est OACI, ASEA ou EASA. Donc attention, en français, c'est à l'envers, hein, les lettres. ASAE, ok. Voilà. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a fait le niveau européen, on descend au niveau français, cocorico. Alors, au niveau français, je reprends ma petite feuille parce qu'il y en a plein. Est-ce que c'est bon? Je peux effacer ou pas? Je vais attendre 2 secondes. Fatigue. C'est bon. Au niveau français, si je vous parle de la DGAC, vous en avez déjà entendu parler? La DGSE, on Pas grave. je pense juste qu'il a pas cassé. Ouais. La DGSC, alors pas la DGSE, hein, la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. La DGAC, donc ça c'est un truc à retenir, hein. Hop. C'est une direction générale, c'est-à-dire que c'est une administration française. Ok, c'est une administration française. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la DGAC, ce n'est pas le seul organisme en France qui gère tout ça. On va avoir les SG. C'est quoi les SG? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est les services généraux. Souvent, on connaît le RG, les RG, les renseignements généraux. Ça vous dit quelque chose? Quand on parle des espions, on aime bien parler des RG. Les SG, alors il y a plein de choses dedans, mais ça comprend. Là, je vous rajoute des petites choses, c'est plus pour la culture que pour la nécessité. Les NAC. Est-ce que vous connaissez les NAC? On en a déjà parlé. C'est l'École nationale d'aviation civile. Exactement. L'École nationale d'aviation civile. Hop. C'est, en gros, si on résume, hein, l'école des pilotes. Ok. On va avoir, dans les autres trucs, alors je vous le dis tout de suite, hein, ça va être très chiant, mais la DTA, la Direction des transports aériens. Vous savez, en France, on adore avoir plein de couches administratives. La direction du transport aérien, c'est elle qui fixe les règles. Ok. On va avoir la DESAC. Alors tout ça, c'est pas à retenir, hein. Je vous les donne juste pour que vous en ayez entendu parler. La DESAC, c'est la Direction de la sécurité de l'aviation civile. Donc DESAC, Direction de la sécurité de l'aviation civile. La DESAC, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va surveiller, elle homologue. Qu'est-ce qu'on a besoin d'homologuer, tiens? Les avions. Les avions. Ouais, les avions. Les ULM. Oui, alors de manière générale, les aéronefs, ouais. Quoi d'autre? Les pistes. Les pistes, les tours de contrôle, et de manière générale, tous les matériels qu'on a autour. Ouais. Les radars, les équipements et tout ça. Si je prends un exemple à l'Hivernon, vous savez que c'est une piste qui n'est pas éclairée. Ouais. On a fabriqué des éclairages pour aller poser sur la piste pour avoir le droit de faire exceptionnellement du vol de nuit. Ces équipements-là ont dû être envoyés aux différents organismes. Alors quand je dis différents, je fais comme ça parce que c'est passé par plein de bureaux, hein, pour être validés, pour avoir le droit de voler avec. Qu'est-ce qu'ils ont vérifié? Ils ont vérifié que la luminosité était suffisante, que l'angle d'éclairage était suffisant,
que la batterie elle tenait assez longtemps, que etc., etc., etc. Que les couleurs étaient de la bonne couleur. Ils ont vérifié plein de choses. Ah ben oui, hein, c'est du matériel, on fait voler des aéronefs, donc il faut que ça respecte des normes. Voilà. D'accord. Eh ben la couleur, si c'est un bleu-vert au lieu d'un bleu ou d'un vert, ben c'est pourri. Je prends le pire cas, tu vois. Si c'est un orange au lieu d'un rouge, c'est pas forcément aussi bien. Oui, si c'en est quelques-uns, il y en a plusieurs des lumières, donc si c'en est quelques-unes qui sont différentes. Oui, sauf que c'est de manière générale, il faut que tu valides le produit. Oui, si tu te dis, vas-y, la piste elle est là, Ouais. alors qu'elle est là. La DSNA, oh là, j'ai oublié des lettres. On sait jamais. Donc ça, c'est la direction des services de la navigation aérienne. Direction des services. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Ceux-là, je vous les mets entre parenthèses. Hein. C'est pas ceux à connaître. Je vous ai encadré ceux qui étaient à connaître. De la navigation aérienne. Ok. Eux, ils font de l'info aéronautique. Ils font de la maintenance des moyens radio, des choses comme ça. Bon, ça c'était la partie un peu plus chiante. Ouais. Le D de SMS, c'est quoi? Direction. Comme les autres, mais j'en avais marre d'écrire le mot. Ouais. C'est pas grave. Ceux-là, en vrai, ceux-là, on s'en fiche un petit peu. Ce qui va être important, c'est l'OACI, l'EASA, la DGAC. Ça, c'est les trois grands qu'il faut retenir, niveau mondial, niveau européen, niveau français. Okay. Là, je vous les ai dit juste pour que vous sachiez que ça existe, mais il n'y a pas trop de questions sur ça, donc c'est pas critique. Ne vous embêtez pas, c'était juste pour montrer qu'en France, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de couches administratives, on adore ça. Donc voilà. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Surveille, homologue. Ouais. Faire des homologations. Vous voulez que j'éclaire là? Est-ce que c'est mieux si je fais ça? Je suis pas sûr que ça soit mieux avec le C'est pas grave. Il y a eu une partie où c'était dans le noir, une partie où c'est éclairé, et ça fera une moyenne, ils mettront sur pause au bon moment. C'est pas très grave. C'est bon pour tout le monde ou pas? Non? Prends le guidon. Toi, voiture. J'ai pris 5 G. Casse-toi, oui. Après, j'ai pas pensé. Il gueule, on est sur le dîner. C'est du flou qui se gueule. C'est gars, en fait. C'est bon, Et c'est les cassé, filles? là. Allez, je peux effacer? C'est maintenant, vous avez écrit maintenance. Maintenance des moyens radio. C'est ma propriété, rendez-la moi. Allez, hop là. Bon, là c'était la partie la plus chiante du cours d'aujourd'hui. Ça ira mieux après. Ah bah, c'est le problème de la réglementation. Hein. En France, on a beaucoup de choses. Alors, les aéronefs, vidéo, dès que je retrouve mon stylo, N35. Pardon? Alors, N35. C'est ça? N35. N comme navigation. N35, en gros, tous les aéronefs sont soumis aux règles de la circulation aérienne générale, qu'on appelle aussi des fois CAG. Donc ça c'est important, la circulation aérienne générale, il faut le retenir. Okay. Après, il y a aussi les militaires. Les militaires, eux, ils n'ont pas les mêmes règles. En fait, le général, il faut bien voir que ça englobe civil et militaire. Mais après, les militaires, eux, ils ont des règles à part et nous aussi, on a des règles à part. D'accord ?
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a plein de fédérations. Est-ce que vous vous souvenez des différentes fédérations sans regarder le truc? FFA, La FFA, c'est quoi? C'est la fédération Fédération française d'aéronautique. d'aéronautique. C'est dans ça qu'on retrouve les avions. Ensuite, tout ce qui est ULM. Ah non, c'est autre chose. FFH. Non, les ULM. Ah non, Les ULM, c'est la FF aéromodélisme. Plume. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La FF Plume, elle est ici. Planeur ultra léger moto. Voilà, ça c'est ça c'est les ULM, d'accord? Ensuite, pour les hélicos, ça s'appelle maintenant FFH. FFH, l'ancien nom de ça, je vais vous le donner, c'était la Fédération Française des Giravions. Ah, d'accord. Vous êtes d'accord que H, hélicoptère, c'est quand même plus parlant que Giravion, hein? Ok. Ça, c'était jusqu'en 2019. Ah oui, quand même. Donc c'est très récent. Est-ce qu'à tout moment, il nous dit Giravion, BA ou pas? Alors théoriquement, Non. vu que le nom de la fédération n'existe plus, vous êtes plus censé la connaître. Maintenant, c'est la Fédération Française d'hélicoptères. Mais Ils disent comment ça s'appelait avant. c'est pas. Alors, je peux pas exclure le fait qu'ils vous disent quel est le nouveau nom de la Fédération Française de Giravion. Tu vois? C'est plus simple. Ça. Oui, oui. Mais bon. Dans le sens. Donc, ensuite, on a quoi d'autre? Alors, on va avoir tout ce qui est aéromodélisme. Ouais. C'est ceux qui font des modèles réduits. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les modèles réduits? Est-ce qu'ils sont forcément si réduits que ça? Non. Non, ils peuvent être jusqu'à plusieurs mètres d'envergure. Il y a quelques aéromodèles en Allemagne, par exemple, qui font des tailles de 5-6 mètres d'envergure. Hein. C'est des drones en fait. Ouais, non, pas des drones. C'est vraiment des avions, des aéronefs, ouais. Je réfléchis à ça. Les drones, certainement, je crois que c'est non plus. Alors, les drones, Ils ont un truc ouais, à je sais plus dans quoi on les a. Je sais pas si c'est de l'aéromodélisme. Ouais, Ouais, normalement, il y a un truc de drone, mais Fédération française de drone. je sais pas. Non, je crois qu'ils n'ont pas de fédération encore, les drones, pour l'instant. Parce que c'était quand même assez récent. Mais c'est flou la Ouais. réglementation. Et maintenant, ils vont peut-être en avoir une. Aérostation, c'est pourquoi? C'est quoi les aérostations? C'est ceux qui. Plutôt les montgolfières? Pardon, désolé. Voilà. Parachutisme. Oh, mais ça, c'est facile. Vol libre. C'est quoi le vol libre? C'est paramoteur. Non, paramoteurs, ils sont dans la ULM. Non. Dans les. Para- Ça, c'est les parapentes. Pas les parachutes. Les parachutes, ils sont dans la FFP. Les parapentes, ils sont dans le vol libre. Et D'accord. les deltaplanes. Non. Parapente, deltaplane, ouais. Et ensuite, les vols en planeur. Alors attention, celle-là aussi, elle a changé de nom. Avant, c'était la Fédération Française de Vol à Voile. Ah oui, c'est vrai. C'était jusqu'en 2018. Encore une fois, hein, c'était assez récent. Hein, voilà. 2018, c'est... Voilà. Ouais. Là, ici, les constructeurs, quand on parle de la Fédération Française des constructeurs et des collectionneurs, on parle des constructeurs amateurs, ici. Ça, c'est important parce que, ouais, Vous avez mis quoi à planeur, planeur? ouais, c'est l'ancienne Fédération Française de Vol à Voile. C'était l'ancien nom. Ça s'appelait la FFVV, Fédération Française de Vol à Voile, et c'était les planeurs. Sauf que vol à voile, c'est pas très parlant. Et en 2018, ils ont changé par vol en planeur, ce qui est quand même un peu plus explicite. Pareil pour les hélicos, c'était la Fédération Française de Giravion, ce qui parle à personne, le mot giravion. Donc là maintenant, d'hélicoptère, au moins on sait de quoi on parle. Et du coup, les drones, ils n'ont pas de moteur? Et je crois que les drones, alors les drones ont des moteurs, mais ils n'ont pas de fédération. Hop. Regardez, là, je sais pas où le- Je sais pas si c'est considéré encore comme un sport. Alors, fédération de drone. Alors, il y aurait apparemment une fédération professionnelle du drone civil, créée en 2013. Mais le problème des fédérations, c'est qu'il faut bien que vous voyez, c'est qu'une fédération, c'est une association. N'importe qui peut créer une fédération du jour au lendemain et dire « Ah ben, c'est moi qui suis la fédération ». En pratique, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plusieurs assos qui créent leur fédération. Il va y avoir des assos qui vont adhérer à ces fédérations. Et c'est la plus grosse qui sera ensuite reconnue par le gouvernement et tout ça. Donc, qui sera la Fédération Française. La fédération française, ouais. Ok, mais c'est vrai que le concept de fédération, c'est quand même... Enfin, C'est des règles de l'art. c'est... Voilà, un entendement entre plusieurs gens. On va dire ça comme ça. Ensuite, tout ça, c'est des fédérations globalement sportives, d'accord? En pratique, il existe ensuite tout ce qui est industriel. Et pour les industriels, il y en a trois. Hop.
faut les apprendre aussi. Ouais, il faut les apprendre aussi. Elles sont pas notées. Alors, il y en a 3, il y en a une qui est notée et pas les 2 autres. La première, c'est le JFAS. Et normalement, les filles qui étaient avec moi hier, vous en avez entendu plusieurs fois parler du JFAS. L'association avec qui on travaille, ils ont leur subvention grâce au JFAS. Voilà. Donc le JFAS, c'est un groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. D'accord ? Ça, c'est la première. Ensuite, donc là, on est dans les pros. Hein. Dans les pros, on va avoir l'ONERA. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de l'ONERA ? Ouais. C'est l'Office national. Alors, je vais essayer de ne pas dire des conneries. De l'enseignement. Non, d'études et de recherche aérospatiale. Alors, hop. D'études et de recherche aérospatiale. Alors, est-ce qu'il y a des S? Ah, c'est un O, c'est pas un D. Ouais. Office national d'études et de recherche aérospatiale. La deuxième, c'est la FNAM. F-N-A-M. Hop. La troisième, non pas la FNAC. C'est la Fédération nationale de l'aviation marchande. En vrai, c'est des multitudes. Stéphane, Oui. il n'y a pas un CPN national? Quel est le nom? Comment ça? Hop là. J'en sais rien. Je mets toujours 2 N, c'est vrai que c'est mal. Hop. Il y a un gros O maintenant. Qu'est-ce que je disais? De l'aviation marchande. Voilà les 3 gros qu'il faudra retenir. Donc JFAS, ONERA, FNAM. Et là, bien sûr, toutes les fédérations. Hein. Ok. On est Ouais. toutes les fédérations. Ouais, il faut les connaître. Ouais. Faut connaître les 9. Mais en vrai, si Ici, il y en a. Qu'est-ce que la fédération de sens? Ouais, alors il y a dans les 2 sens, on peut dire, tiens, j'ai un planeur, de quelle fédération je dépends, et tu dois sélectionner le bon. Ou on te dit, ben voilà, comment s'appelle la fédération des hélicoptères? Est-ce que c'est ça, ça, ça ou ça? En vrai, vu que c'est un QCM. Oui, et après c'est du QCM, il y a quand même des trucs que tu peux éliminer facilement. Après, il y a des trucs où c'est complètement what the fuck à chaque fois. Genre, ça a l'air beau vu de loin pour quelqu'un qui a jamais vu le cours. Parce qu'il y a des gens qui passent le BIA en candidat libre, mais qui n'ont jamais passé les cours. C'est-à-dire qu'ils ont juste révisé sur un livre tout seul. Donc en fait, il y a des réponses comme par exemple l'empennage, on va vous proposer un empennage en canard, en poulet, et ensuite, enfin voilà, des trucs un peu chelous quoi. Et c'est quelqu'un qui sait déjà ce que c'est l'empennage canard, il sait ce que ça veut dire, il sait que c'est pas l'animal quoi. Ça fait pas coin-coin et ça n'a pas des plumes. Hein. Empennage canard, tu te souviens, Marie, ce que c'est ou pas? Il y a quelqu'un qui se souvient de ce que c'est un empennage canard, compagnie? Ouais. C'est à l'avant. Ouais. En gros, le plan horizontal, il n'est pas à l'arrière, il est ici. Il est sous les ailes. Hein. Il est normalement dans le nez vers l'avant. Les Milan. C'est des moustaches quoi. C'est plus un chat qu'un canard, mais bon. Des abeilles. Ok. Hop. Comment ils s'appellent? Allez. Les avions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'était Presque. Rafale, Ok. l'empennage Bon, ben, je bois mon café. on les suisse, mais ils ne les ont pas achetés. Ça s'appelle le Milan. Déçu. Mais c'était que prototype. Phil Arthur, ça va? T'en as pas encore marre? Ouais, tu tombes pas sur le cours le plus fun dès le début. Hein. Désolé. On va parler des trucs un peu mieux après. C'est un animal, c'est moi. Non, c'est pas bon? Pardon. Anaïs, c'est bon? Merci. Hop. Non mais c'est pratique que tu fasses un geste parce que j'entends pas toujours très bien. C'est mon vieillage comme me diraient certaines. M37. Tout ce qui est licence et brevet. Allez. C'est bon pour tout le monde? Allez, go. Alors, il faut bien faire une différence que pour piloter, Étienne, il faut les deux. Il nous faut une licence et un brevet. C'est quoi la différence entre les deux? Ouais. La licence, il faut la repasser, il n'y a pas internet. Exactement. La licence, elle est temporaire. C'est le droit de voler.
Le brevet, c'est un peu comme un diplôme, un permis, etc. Mais il y a une différence entre les deux. Ok. Donc, dans l'aviation, il va nous falloir les deux. Le brevet, c'est un diplôme, et la licence, c'est le titre temporaire qui permet de voler. Et on va voir qu'il y a... Il faut le passer tous les combats. Là, Eh bien, on va en parler. Ouais. Ça tombe bien. Hein. J'avance à la page d'après. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Le BIA, c'est ce que vous êtes en train de passer. Le BIA, c'est un brevet d'initiation à l'aéronautique. C'est donc un brevet, c'est un diplôme, d'accord? C'est un diplôme qui se fait dans le cadre d'une structure avec un lycée, un aéroclub, blablabla, ok? Le truc, c'est que c'est un diplôme théorique qui vous offrira un cours pratique, mais qui ne vous donne pas le droit de voler tout seul, ni même avec un instructeur particulier, ni tout ça. C'est-à-dire que pendant le cours que vous aurez offert, vous aurez le droit de prendre un peu les commandes parce que vous serez avec un vrai instructeur, d'accord? Ce sera comme un cours de pilotage, hein, mais c'est le seul truc que ça vous donne. C'est-à-dire qu'après, vous ne pouvez pas en faire quoi que ce soit de votre BIA, à part le mettre sur Parcoursup et en parler quand vous l'êtes recruté quelque part. D'accord? Donc le BIA, on va dire que c'est une grosse initiation. Si vous prenez la théorie du BIA et qu'on prend la théorie du brevet de pilote, vous aurez fait quand même déjà plus de la moitié, voire... ah oui, oui. Le brevet de pilote, en fait, tu prends tout le BIA et tu fais juste un petit peu plus dans chaque truc. Voilà. Mais as fait plus si tu as fait le BIA avant, le brevet de pilote... oui, mais en fait, tu verras que comme tu le revois pour la deuxième fois, c'est plus simple. Tu vois, c'est pour ça que dans mes cours, j'essaye de vous faire revoir plusieurs fois les trucs pour pas que vous ayez à apprendre par cœur des trucs cons. On en refait plusieurs fois et comme ça, de temps en temps, ça revient. Ensuite, le brevet de base. Alors, le brevet de base, il était utilisé avant. Maintenant, il est plus très utilisé. En gros, c'est à partir de 15 ans. Hop, il est où? Il est à partir de 15 ans, d'accord. Souvent, c'est... Les gens qui ont fait le BIA, ils vont faire le brevet de base et ensuite ils passeront vers le PPL. Brevet de base, ça permet de voler tout seul dans les 30 km autour d'un aérodrome. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 30 km autour d'un aérodrome, ça fait pas beaucoup quoi. Ça fait 10 minutes autour quoi. C'est-à-dire qu'on fait 10 minutes et on est obligé de faire un cercle ensuite et voilà. Donc c'est bien. En fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on commence à passer son PPL, donc le brevet de pilote privé, on est obligé de faire des cours en double commande avec un instructeur à côté, mais au bout d'un moment, on va être tout seul dans l'avion. D'accord? Et ça, en fait, bah, c'est une première étape. D'accord? Le brevet de base, honnêtement, on peut le mettre entre parenthèses parce que je ne sais même pas s'ils l'ont pas supprimé. Oui, ils ont prévu, voilà, ils l'ont supprimé en 2020. Voilà. Mais il existait à l'époque. C'est quoi l'appli du coup? Hein? L'APL, Eh bien, on y vient, juste après. Ah ok, déjà. On va voir le brevet ULM. Alors le brevet à ULM, c'est un permis tondeuse. Non, je m'excuse auprès de tous les gens qui font de l'ULM. Donc, ça permet de piloter des ULM. Qu'est-ce qu'il faut voir? L'ULM, c'est quoi la différence avec un avion? Les restrictions. Ouais, restriction en poids et en puissance. Donc un ULM est forcément moins lourd, moins puissant. Vous ne trouverez pas d'ULM 4 places. Ce n'est pas possible. C'est que 2 places au maximum, mais encore pas toujours. Ouais. Et on avait parlé du poids, je sais que c'était moins de 400 kg. Je crois que c'est 750, Ouais, ok. si je ne me Mais trompe j'avoue, pas. C'est quoi 750, 80? Oula, je sais plus. En plus, ça dépend des types d'appareils, donc je te dirai des bêtises. C'est quoi la max à peu près? Je me souviens plus. Je suis quasiment sûr qu'en biplace, l'ULM, c'est... Alors attends, bouge pas. Hop, que je vous dise pas des bêtises. Alors... Ouais, ça charge pas, le réseau il est en PLS. ULM, alors voilà, ULM, ce qu'il faut voir, regardez, le problème c'est que je veux pas que vous l'appreniez par cœur parce que ça sert à rien. Suivant les classes, il y a 6 classes en ULM, suivant les classes, vous voyez la masse max qu'on a. Ce qu'il faut retenir, ben, tu avais raison, c'est à peu près 450 kg quand on est en biplace, 300 kg quand on est en monoplace. 300 kg pour un paramoteur. En multi-axe ici, c'est cela qu'on va retenir. 500 kg, 330 kg. Donc c'est moins que ce que j'avais dit tout à l'heure, j'ai dit une connerie. Ok. 500 kg. Mais du coup, Ouais. ça c'est. Bah en gros, t'as pas plus que 2 personnes, hein. 500 kg. Auto-gire. Voilà. Ah oui, c'est Ok. Dès qu'il y a. Non, laisse-le, c'est gentil. Dès Merci. qu'il y a un moteur, c'est Donc- un ULM ou pas? Ça rentre dans ce brevet ou pas? Dès que Euh, c'est petit et que c'est un moteur, oui. Ouais, c'est ça. Après, l'inconvénient. Imaginez, je veux devenir pilote, je passe le brevet ULM et je me dis ensuite, ah finalement, j'aimerais bien faire de l'avion.
Le problème, c'est que toutes les heures d'apprentissage que j'ai fait sur l'ULM, tout n'est pas compté pour l'avion. Il n'y a que 10 heures qui sont comptées. Donc j'ai payé 45 heures et j'en ai que 10 qui sont comptées. Donc j'ai payé 35 heures pour rien. Par contre, je fais le permis avion en premier et ensuite je passe le brevet ULM. Ben là, dans ce cas-là, toutes les heures sont quasiment comptées. J'ai plus que quelques mises à jour à faire. Donc, en fait, donc il vaut mieux commencer par le permis de pilote et faire l'ULM. Sauf si tu veux exactement. Pas, sauf si tu veux pas piloter. Sauf si tu veux pas piloter d'avion. Voilà. Mais ça veut dire que jamais tu pourras amener plus qu'un passager. Donc après, c'est pas les mêmes coûts non plus. Ça coûte moins cher l'ULM que l'avion. Donc il faut rester dans tout ça. L'ULM, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pas grand chose à part ça. Ensuite, on a un truc temporaire, c'est le LAPL. Alors le LAPL, ça permet de piloter localement à partir de 17 ans, d'accord, des avions à piston de moins de 2 tonnes. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que là, pour faire le LAPL, c'est 30 heures de vol, d'accord. L'apprentissage, c'est le mini, hein. Mini, 30 heures de vol, avec 15 heures de double commande. Double commande, ça veut dire quoi? Il y a mon instructeur avec, ouais. Et 6 heures de solo. Alors, Ça fait pas 30. ça fait pas 30. En fait, c'est un minimum. C'est-à-dire que tu peux avoir fait ici 24 heures et là 6, ou tu peux avoir fait ici 15 et là 15. Suivant comment tu as appris. En tout cas, dans tous les cas, il faut que tu valides les deux. Et la somme doit dépasser les 30 heures. Donc ça te fait 3 critères. Hein? Tu peux pas faire que 15 et 6 heures. Non, sinon, Et tu peux pas faire par exemple 30 et 0. T'as pas le droit. Il faut avoir fait 6 ici. Et il faut avoir fait au moins 15 ici. Tu peux pas avoir fait 10 ici et 20 ici. Même si tu es très bon. De toute façon, très bon, ça veut rien dire. Honnêtement, il faut ce temps-là. Et même ce temps-là, c'est juste. Voilà. Donc là, ça permet de voler sans passagers. Alors c'est bien, mais quand on fait de l'aviation, c'est quand même la partie sympa, c'est quand même d'avoir des passagers et de partager le coût de l'avion à plusieurs. Voilà, ça coûte un peu cher. Voilà. Donc, on va arriver à celui qui nous intéresse le plus, enfin en tout cas qui moi m'intéressait le plus, hein, c'est le PPL. Qu'est-ce que ça veut dire PPL? Ouais, la licence de pilote privé. Alors, la licence de pilote privé, c'est 45 heures minimum. Alors, vous voyez que déjà, il y a un peu plus que le LAPL. Ouais. Donc, forcément, le coût, bah, c'est pas le même. On a 25 heures en double. Fallait apprendre les 30, les 15 et 6 heures de feu. Non, c'est pour vous donner un peu les ordres de grandeur. Et 10 heures de solo. Encore une fois, vous voyez que la somme ne fait pas. La somme ne fait pas 45. Le PPL, ce qui est intéressant, bon, on peut commencer déjà à 17 ans, c'est-à-dire que vous pouvez être pilote d'avion avec des gens dedans alors que vous n'avez pas encore passé le permis. Et ça, c'est stylé. Voilà. Bon, faut être motivé, mais c'est stylé. Ah ben je l'avais écrit ici, en 10 heures de... Voilà. Attention, ici, on n'a pas le droit d'être payé. Alors, juste rembourser le prix de ton. non. Je donne un exemple. Ouais. Ah, c'est une question, parce que pour passer un PPL, si vous dites qu'on peut l'avoir dès 17 ans et qu'on peut commencer à 16 ans, faut s'orienter vers quoi comme études? Parce que Rien du tout, tu le fais en inscription à l'aéroclub. C'est pas des études. On peut continuer nos études. Ouais, Non. voilà. Là, en fait, aujourd'hui, vous passez le BIA. Le PPL, 45 heures. Alors, attendez, excusez-moi une seconde, je vais couper mon son pour éviter. Alors, je réponds à la question d'Emma. J'attends qu'Emma finisse. Là, il faut voir que 45 heures, on va dire qu'une heure, ça coûte environ, je vais faire des exemples hein, pour que ce soit 180 €. Parce qu'il est D'accord. bien, Hein? c'est bien. Ah ben là, chaque heure de conduite que tu prends, tu dois la payer, oui. Une heure. Une heure, c'est à peu près que 180 €. Donc si on fait le calcul, 180 €. Alors en vrai, c'est un petit peu moins, mais 180 € fois 45 heures, ça fait au total environ 8 000 €. Ça, c'est le coût du
permis avion. D'accord? C'est quoi Alors. le- Alors, attends, stop, Oui, je finis. Ça, c'est le coût du PPL. Sauf que, comme vous avez passé le BIA, il y a énormément Ah d'aides. oui, oui, parce que Il y a- j'avais écrit en haut qu'on pouvait être boursier. J'y viens. Il y a entre 2 et 3 000 euros d'aide. Alors, je sais qu'il reste encore 5 000 euros, mais 2 à 3 000 euros, c'est énorme. Le montant, c'est plus d'un quart du total. D'accord? Donc, je dis pas que ça coûte pas de l'argent. Ce qu'il faut voir, 45 heures, là, tu peux pas te dire, tiens, c'est les vacances, je vais faire 45 heures pendant les vacances. Moi, pour faire 45 heures, il m'a fallu un peu plus d'1 an et demi. Parce qu'en gros, en un week-end, tu fais en général, au maximum, les premiers cours que tu prends, c'est une demi-heure, grand maximum 3/4 d'heure. Et après, quand tu avances et que tu commences à être un peu plus à l'aise, ce sera 1 heure, et tu fais à peu près 1 heure par jour, c'est-à-dire une fois par week-end, à peu près. Donc, il faut voir qu'il faut un certain temps, mine de rien, pour arriver à faire le PPL. Il y a des gens qui le passent en accéléré. Donc, Comme la première. ce qu'il faut bien voir, c'est que le PPL, il y a des gens qui le passent en 4 mois. En vrai, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que en avion, vous avez vu toute la théorie qu'on a vue dans le BIA. Oui. Imaginez, vous mettez toute cette théorie en moins de 4 mois, et en plus, vous allez dans l'avion et vous devez apprendre à piloter, en plus de toute cette théorie qui est encore plus poussée. C'est faisable, sauf que pour bien piloter, il faut avoir des choses qui soient des habitudes. C'est-à-dire des choses qui soient des réflexes. Il y a pas mal de checklists à connaître par cœur, pas mal de réflexes à avoir. Ça, même en bourrinant, ça s'apprend pas aussi vite que ce que tu voudrais. Et il vaut mieux l'étaler un peu dans le temps et pas être pressé. Alors après, quand tu es pressé, ceux qui le passent en 4 mois, souvent, c'est qu'ils vont aller vers le permis d'après. C'est pour continuer après. Pour aller vers un métier de pilote professionnel. Et donc, eux, ils savent que les 4 mois, même s'ils se sont entraînés un peu vite, ils vont avoir toute leur vie pour continuer à s'entraîner, les formations d'après, etc., etc. Ensuite, je réponds aux questions. Tu avais une question, Sofiane? Au début, non, c'était les bourses. Ok. Bon, il y a plein d'aides, ça, si vous voulez, je vous les remontrerai. Oui. Est-ce qu'il y a des. Non. Est-ce qu'on peut, par exemple, si on signe un contrat préalable avec une compagnie, elle peut nous payer. Je sais que ça existe. Alors, les seuls moyens, c'est ce qu'on avait vu quand on avait été discuté avec le pilote professionnel, les seuls moyens d'avoir le permis avion de payer, c'est soit de passer par les NAC, soit passer par les cadets d'Air France. C'est à peu près les seuls trucs qui nous payent. Hein, ou l'armée. Voilà, c'est les 3 grands trucs qui permettent d'avoir le permis gratuit. Sinon, il faut se le payer soi-même. Sachant qu'en général, si tu vas dans des compagnies aériennes, ils vont pas te payer celle-là. Et ils vont peut-être même pas te payer celle-là, ils vont te payer que celle d'après. Et on va en parler juste après. Ok? Est-ce que j'ai répondu à peu près aux questions? Il y a d'autres questions ou pas? Chez Antoine, ça va? Tu survis? Ok. Donc le PPL, c'est vraiment le permis avion classique de loisir. Quand j'ai, imaginons, c'est bon, je pilote l'avion 4 places, ça me coûte 180 € par heure. Je suis avec 3 passagers. Combien ça coûte à chacun? 3 passagers plus un pilote. Comment je fais? 60 € divisé par 4. Alors là, on me propose de faire par 3, c'est-à-dire 3 fois 60 € et moi je paye 0 € parce que j'ai déjà mon permis. Bah ouais. Je n'ai pas le droit. Oh, merde. Ça, c'est interdit. On n'a pas le droit d'être payé. Ah, bah, Ça veut dire quoi? Oui, mais on est obligé en aéronautique de payer notre part. Ce qui veut dire qu'en fait, je prends 180, je le divise par 4. 45. 3 fois 45 et moi je paye mes 45 €. Alors, c'est quand même rentable parce que je vais payer moins pour piloter 45 € de l'heure au lieu de payer 180. Donc ça reste quand même intéressant. Mais par contre, on ne peut pas gagner d'argent dessus vu qu'on est toujours obligé de payer. Ouais. Et si on a son 59 propre avion, Alors, si on a son propre avion, on n'a quand même pas le droit de facturer des vols. combien on paye et l'essence et. C'est tellement dépendant de l'avion que... Voilà. Pourquoi on n'a pas le droit de facturer des vols si on a passé un diplôme qui est légal et qu'on le déclare aux impôts, par exemple? Alors, parce que ici, tu as le mot private. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est qu'un permis de loisir. Ah oui. Et on y vient justement, pour faire payer les vols, il faut passer le CPL. Et là, si vous regardez dans CPL, Emma, regarde, Commercial Pilot License. Donc le CPL, c'est à partir du PPL, il faut avoir fait ce qu'on appelle un mûrissement, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai volé plus de 200 heures, etc. Et donc, 200 heures. hein,
C'est beaucoup, 200 euros. Ça va assez vite, on a déjà fait 45 dans ton entraînement. Après, quand tu voles avec des gens, tu voles plus régulièrement ou tu as plus d'habitude. Donc voilà. Mais oui, c'est quand même beaucoup. Donc le CPL, dans ce cas-là, j'ai le droit de créer ma société, j'ai le droit de me faire payer pour des vols. Mais du coup, sur les 200 heures qu'il faut faire, est-ce que le LAP il compte ça, c'est dépassé? Alors en fait, le LAPL compte pour le PPL, le PPL compte pour le Ah CPL. ouais, d'accord. Oui, oui. C'est des poupées russes. En fait, ceux qui veulent aller vers l'étape d'après, c'est-à-dire les gros liners, comme par exemple Anaïs, en fait, on passe par, ou comme Mustapha, on passe par PPL, CPL, et ensuite on en arrive à la dernière, l'ATPL. L'ATPL, la différence c'est Airline. Airline, c'est quoi? Non. Airline, c'est les grosses compagnies, c'est les gros, comment on appelle ça? Ouais, mais c'est pas le mot compagnie que je voulais, c'est les gros avions, les liners quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Les avions de ligne, merci. Voilà, les avions de ligne. Airline, c'est pour les avions de ligne, ok? Là, c'est le plus haut niveau qu'on peut avoir. Sauf que, ce que vous avez expliqué, Kevin, la dernière fois, c'est quoi? Une fois que j'ai la TPL, est-ce que je peux aller piloter n'importe quel avion? Non, à partir de là, il va me falloir des qualifications avion. J'ai pas écouté. C'est juste un avion. Ouais, ça va être une qualification pour un avion spécial. La compagnie qui veut m'embaucher, ils veulent me faire piloter sur A320. Je vais payer une qualification, c'est environ, je crois qu'ils nous avaient dit, dans les 10 000 euros pour cet avion-là. Ils vont m'embaucher. Alors, ça dépend des cas. Et ensuite, il faut que je la maintienne tous les ans ou tous les 2 ans. Ah, c'est hyper cher, ouais. Après, les salaires sont en conséquence de tout ça. Hein. Donc, voilà. Après, c'est 4 6. Hein? C'est 4 à 6 000 par mois. Ouais, à peu près, ouais. Et encore, si t'es Air France, tu peux monter à 10 et plus. Ouais. Là, il a dit que si on fait notre BIA, le BIA, on peut le passer quand on veut, en fait. Oui. À notre âge. Mais est-ce que si par exemple, je sais pas, j'ai commencé à m'intéresser à l'aviation, je sais pas, à 25 ans, Ouais. que du coup, bah, j'ai pas eu la chance de passer mon BIA, etc. Et que là, direct, je fais des études pour un CPL. Et vous avez dit qu'on pouvait être boursier si on avait fait un BIA. En fait, alors, Alors si on se décide, on réalise que je sais pas combien d'années c'est le Ouais. CPL. Ouais. Si par exemple, on va dire que c'est sur 5 ans le CPL. Et que là on réalise bah, que c'est un peu coûteux, on Ouais. se dit tiens, le BIA ça se passe pendant 5 mois, on passe notre BIA pour pouvoir être boursier. On peut ou pas? alors, je réponds à la question, je reformule pour que tout le monde entende. Le BIA peut être passé à n'importe quel âge de la vie, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était réservé qu'aux jeunes. Maintenant, même des adultes peuvent passer le BIA. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'imagine, tu travailles dans une entreprise aéronautique. Le BIA te donne des connaissances dans plein de choses, donc c'est assez intéressant, même pour les adultes. Par contre, tout ce qui est les bourses sont en général avec des limitations d'âge. C'est-à-dire que souvent, c'est limité à 25, 30 ans. Les bourses sont données qu'aux plus jeunes. Parce qu'on suppose que quand tu as 45 ans, tu as déjà eu ta carrière professionnelle, donc tu as déjà soit de l'argent de côté, soit des capacités, des droits au chômage, des choses comme ça, pour pouvoir t'occuper de ta propre formation. Voilà. Donc, si je résume, hein, les aides vont être principalement pour les jeunes. Alors, jeunes, c'est relatif, c'est-à-dire vous pouvez attendre plus tard, vous n'êtes pas obligé de le faire directement l'année après votre BIA. Voilà. Du coup, on peut passer 2 diplômes en espérant pouvoir être boursier si on est considéré comme En fait, alors les bourses là, c'est pas les bourses classiques comme quand tu fais tes études. Là, c'est juste si tu as eu ton BIA, on te dit quand tu vas faire ta formation le week-end, quand tu as du temps de pilote, ben, à telle étape de la formation, on te donne 200 euros. À telle étape, on te donne 500 euros, etc., etc. Ok? Bonjour Sylvia. Voilà, ça répond à peu près à la question. De toute façon, pour ceux que ça intéresse, je vous en reparlerai de tout ça, je vous montrerai. Tu avais pris les jeunes ailes? Est-ce que tu m'as donné un chèque et tu as reçu un magazine? Non, oui, je vois. Ok, parce qu'il y a des bourses en plus pour ceux qui ont fait les jeunes ailes. Ah ouais? Moi, je l'ai reçu. Il y a des annonces pour des avions. Je l'ai dit en plus. Hein. 45 000 euros. Bon, Non, allez, t'en as pas 45. je te le dirai, je l'ai dans ma liste Emma. Je regarderai tout à l'heure. On essaye d'avancer. Attention, la TPL. La TPL, 21 ans mini. Tu l'as pas le magazine? Il est là. Hein? En fait, avant d'avoir 21 ans, bah, tu commences par passer ton PPL. Déjà, ça va t'occuper 1 à 2 ans.
tu peux continuer sur ton CPL, ça va t'occuper bien 2 ans. Donc tu es déjà arrivé à 3 ans après tes 20 ans, tes 17 ans. Donc ça te fait 20 ans, tu n'es pas loin du 21 ans. Hein. Et en plus, ça, tu peux très bien, si tu es motivé et que tu le fais assez jeune, tu peux très bien essayer de rentrer soit au cadet d'Air France, soit l'armée, soit, j'ai oublié le troisième, L'ENAC. soit l'ENAC, pour que ça te soit payé. Parce que eux, ils le payent, le PPL, CPL et ATPL. Ouais. Alors en fait, monsieur, il y a trois vraiment métiers, on veut dire, que les gens ils convoitent. C'est l'armée de l'air, airline Ouais. et jet privé. Ouais. Mais en fait, c'est quoi les trois grosses différences, on va dire, Alors, au niveau des études et des pays, je pense. les airlines, il te faut l'ATPL. D'accord? C'est du plus gros niveau. Ouais, c'est la dernière. Ensuite, ce qui est jet privé, etc. Là, il te suffit. Alors, quand je dis il te suffit, il te faut un CPL plus un grand nombre d'heures de vol. Les compagnies, elles prennent pas n'importe qui en fait. Elles prennent que des pilotes bien expérimentés. C'était quoi le troisième que tu me dis? Et après, tu as l'armée. Et là, c'est l'armée. Ils te font les deux quoi. Et la vie, c'est combien l'armée? Parce que je sais que c'est chiant. Ça. Je sais pas. Je sais pas s'il a vu, il y a encore des critères ou pas. Ah ouais. Dans l'armée, je sais pas. Je sais que dans les pilotes de ligne, il y a de moins en moins de critères sur la vue. Par contre, dans l'armée, je me souviens pas s'ils y sont encore les critères. Ouais, il y a encore les Mais il critères. doit y avoir encore Ok. des tests physiques, je pense. Ou des tests physiques. Après, sur les salaires, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Je peux pas te répondre. Allez, on parle des certifications. Hop. N39. Les certifications, des équipements, des entretiens. Il nous en reste des choses à dire. On a fait qu'une page. On va pas vite hein. Ouais, on a fait 2 pages. Ok. Bon, il y a des pages qui vont aller plus vite. Allez, c'est bon pour tout le monde? Il va y avoir une partie sympa après. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, s'il vous plaît, pour qu'un avion ait le droit de voler, c'est comme quand on est en voiture, il faut plusieurs papiers. Il va falloir une assurance, mais surtout il va falloir ce qu'on appelle un certificat de navigabilité. Emilien, il faut, pour avoir ce certificat de navigabilité, que ce soit la DGAC qui nous la donne. D'accord? Et quand on immatricule un avion, on va avoir une immatriculation comme ça. La première lettre, c'est le pays. En France, c'est le F Ça semble logique. qui va se dire Foxtrot, effectivement. Aux États-Unis, c'est le N. D'accord. N, November. C'est les Ouais. États-Unis. Et on va faire tout ça, d'accord? Est-ce que vous les connaissez de A à Z ou pas? Eh bien, on va les faire ensemble, ouais. Ah, moi, je les Alors, connais. le G, c'est quoi? Pour tout le monde, s'il vous plaît. Est-ce que tu sais, Phil Arthur, tu connais certaines lettres aéronautiques ou pas? SN. Si, moi je connais. Golf. Golf, ensuite quelqu'un d'autre. Galapagos. Là, c'est papa. Papa, Bravo. Bravo. bravo, Et golf. et golf. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on va le lire ensemble, l'alphabet aéronautique. Il est à connaître par cœur. Alors, je vous le dis direct, lors de l'examen, on va vous proposer des trucs et on va vous proposer des traductions plus ou moins, on va dire, possibles ou rigolotes. Ils aiment bien mettre des petites traductions rigolotes. Alors, je les fais avec vous parce qu'il va y avoir des trucs importants, s'il vous plaît. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, jusque-là ça va. Foxtrot, en France, souvent on dit pas Foxtrot, on dit que Fox, parce que comme tous les aéronefs commencent par Foxtrot, ça fait long. D'accord? Donc en fait en France on va dire souvent que Fox. Ouais. Sinon, pourquoi on dit pas C'est F? dans tout le monde, les trucs. Ça c'est l'alphabet international, c'est le monde entier. Ouais. Non, parce que le problème c'est que, alors je vais finir, pourquoi on a besoin de cet alphabet? Quand je parle avec des Anglais, quand ils viennent en France, il faut que tout le monde puisse se comprendre. Et comme il y en a qui parlent avec le cul, c'est important que malgré l'accent, tout le monde se comprenne. L'alphabet qui a été choisi ici, il a été choisi pour que quand on dit la lettre, peu importe ton accent, tu puisses pas trop le confondre avec les autres lettres. Ou que si on entend mal à la radio parce que la qualité n'est pas bonne, qu'on puisse quand même comprendre quelles sont les immatriculations de l'aéronef. C'est des sons bien distincts. C'est des sons bien distincts. Ouais. X, il est merdé. Ouais, mais il y en a d'autres qui sont merdiques. Golf, ça va encore. Hôtel, Attendez, ça c'est pour dire les immatriculations. on va faire des exemples, ouais.
India, en général, on l'oublie un peu. Juliette, alors Juliette, il faut bien le retenir parce que tout ce qui est les ULM, ils commencent par Juliette. Voilà, les ULM, ils vont être en Juliette. Ouais, Il n'y a jamais de chiffres du tout dans. non, pas en France. Aux États-Unis, si, je crois. Aux États-Unis, si. Ici, c'est international. Oui, mais en France, les immatriculations n'ont pas de chiffres. Mais du coup, on a bien un code international avec les chiffres. On doit pas le connaître. Après, c'est les chiffres. Ouais. Allez, on finit. Kilo, Lima. J'attends Emma. Lima, Mike. Alors là, c'est le plus chiant parce que souvent on a tendance à dire novembre, mais non, c'est November. Ok? Parce que c'est des noms en anglais. Oscar, Papa, Québec, Roméo, Sierra, Tango, Uniforme, Victor, mon préféré, Whisky, X-Ray, Yankee, Zulu. Quand Ok. on dit X-ray, c'est pour la lettre X. Ouais. Pourquoi on n'a pas juste Donc là, xylophone? Le A, c'était quoi c'est Est-ce que du coup, le F, G, Québec, P, c'est B, G. Ok. Donc là, moi, quand je vais faire mon message radio, je vais dire FIJAC de Fox Hotel Delta Bravo Delta. Fox Hotel Delta Bravo Delta. On le dit comme ça. Ok? Pas pour nous en faire plusieurs, monsieur? Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire des exemples. Monsieur, est-ce que pour le Québec, du coup, l'immatriculation, c'est Q? Je n'en sais rien. Et en fait, on s'en fout. Ça serait Parce qu'on n'a intelligent. pas souvent des avions québécois en France. Non, mais comme ça, ils disent Québec directement. Ouais. Alors attendez, je reviens, je tiens plus de l'autre. L'autre avion qu'on a à l'aéroclub. Allez. Alors, on va demander. Allez, Inès. Ouais. Alors c'est vrai que moi, vous verrez, à chaque fois, j'oublie le trot parce que par habitude, je vais dire Fox Bravo X-Ray Zulu Delta. Ok. On oublie le trot en général. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des initiales. Ah, attendez, Mais monsieur, bougez pas. 2 secondes. du coup, il y a des pays qui ont 2 lettres, vu qu'il n'y a pas 26 pays dans le monde. Non mais après, il y a... là on prend des grandes règles. Ok. En France, tous les avions français commencent par F. Voilà. Par Foxtrot. Allez, putain de connexion. Non, c'est un M. Ah, pourquoi je sais pas? Alors attendez une seconde. Tiens, Mustapha, donne-moi tes initiales s'il te plaît. Juste première lettre. DM. C'est vrai, hein? Le DM. Donc, MD. donc, Delta, Delta. Je sais pas, hein? Mike. Ok. Allez, vas-y. GM. Non. Mais vous êtes con. Donc, Golf, Mike. Mike, oui, Allez, Echo Charlie. Echo, Charlie. November Alpha. November, Alpha. Ah oui, mais je l'ai fait là. India, Lima. Alpha, papa. Alpha, Papa. Whisky, X-ray. X-Ray. Hein? C'est ça. Comment ça se prononce? Alors, excuse-moi, on est d'accord, ton prénom c'est un Emma, non? Ouais. Donc ça commence par un E, non? Quoi? C'est quoi ton... C'est les initiales. Tes initiales, c'est quoi? Emma, Ah, mais ok. vous avez- Juste les initiales de ton prénom à toi. Il s'appelle Wood. Non. Attendez, je savais pas. November. Ok, donc Echo November. Juliette Lima. Juliette Lima. Et vous voyez qu'en fait, quand on les entend, alors des fois ça peut être un peu dur à dire, mais quand on les entend, ça s'entend bien, même quand on n'entend pas bien ce que disent les gens. Sierra, Echo. Sierra Echo. Sierra Delta Lima. C'est ça? Attendez, moi aussi. Sierra, Echo, Foxtrot. Moi j'ai dit Papa Hotel. Ok, voilà. Est-ce que ça va l'idée? Est-ce que vous voulez faire un autre exemple? On va faire un exemple très parlant. Vous allez me dire ça, le meilleur mot de la Terre, donc. Allez, vous réfléchissez dans votre tête. Et on va faire une lettre par une lettre. Allez, première lettre. Sierra. Sierra. Ah, mais j'ai dit le tango. Tango. Attends, Echo. Echo. Mais papa. Papa. Alpha.
November. Écho. Vous voyez? Après, on s'y fait à peu près. Le jour du BIA, ce qu'on va vous demander, c'est on va vous donner une identification et on va vous dire comment ça se prononce et on va vous proposer plein de trucs. Et à la place de hôtel, on va vous mettre hippocampe, par exemple. Ils vont vous mettre des trucs un peu n'importe quoi. Alors le problème, c'est d'éliminer ceux qui sont le plus n'importe quoi et de garder que ceux qui sont possibles. Non, ça, c'est assez facile. Ouais. Hein? Il y en a qui sont très bon. Ouais, moi, je vous avoue, moi il y a certaines lettres, c'est pareil, hein, il m'a fallu un certain. Des lettres qui sont les plus dures pour moi, Yankee, c'est vraiment la lettre que j'utilise jamais. C'est les Américains qui ont fait ça. Ouais, mais c'est comme ça. Ensuite, dans les lettres que j'ai eu du mal à retenir, le uniforme. Le uniforme, il n'était pas. Voilà. Le India Non, j'aime bien. et le Lima. Ça, c'était mon top 4 des trucs que j'ai eu du mal à retenir. Et pas ça va. Est-ce que c'est possible, par exemple, Juliette, ils mettent comme ça, et après ils mettent une autre proposition avec deux TE ou un seul T? Non. Non, non. Ils vont pas jouer sur l'orthographe. Ouais. Ils jouent que sur le fait que, à la place de Juliette, ils vont me proposer Jason. Ou j'en sais rien, tu vois, un autre prénom. Juste pour te faire un truc qui est plausible pour quelqu'un qui a jamais entendu l'alphabet. Ok? Alors ensuite, hop. Pour éviter tout ça, donc on utilise ce langage international. Ensuite, il va y avoir des types d'avions à connaître absolument. Les avions classiques, ça va être en Fox Bravo, Fox Golf ou en Fox Hotel. Ça, c'est les trois types de grandes immatriculations qu'on va retrouver pour les avions. Ok. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse. Ça, je vais l'utiliser. Fox Bravo X-Ray Zulu Delta. Vous imaginez bien que si je devais le dire à chaque message, c'est un peu long. C'est bon? Attends, il est quelle heure? 17. 16h17. C'est bon, je peux parler? Merci. Alors, quand je parle à la radio, je ne vais pas dire tout ça à chaque fois, ce serait trop long. En fait, ce qu'on va faire... Putain, mais séparez-vous si vous n'arrivez pas à arrêter de parler. On va dire une immatriculation réduite. C'est-à-dire, je vais dire la première lettre et les deux dernières lettres. C'est trop bête. Non, parce que dans les trois quarts du temps, ça, après, ça suffira. Quand tu es à l'Hivernon, quand il y a deux avions dans le ciel, la première fois, tu fais ton message complet avec toute l'immatriculation. Et puis après, une fois que tout le monde a bien entendu que tu étais là, tu diras plus que Fox Zulu Delta. Si, ça arrive des fois, ça m'est arrivé une fois. J'étais à Bergerac. Il y avait un autre Fox Zulu Delta. Le contrôleur aérien nous a dit « Attention, j'ai eu déjà un Fox Zulu Delta, donc vous redonnerez l'immatriculation complète à chaque fois. » Parce que l'autre, c'était un Fox Delta... c'était quoi? Hôtel Zulu Delta, je crois. Un truc comme ça. Et on avait tous les deux comme signe réduit Fox Zulu Delta. Ouais, c'était pour ça. Après, heureusement, l'autre c'était une pilote et moi un pilote, donc à la radio, ça s'entendait assez bien qui parlait. Mais par principe, dans ces cas-là, dans ce cas particulier, on redira le truc entier. Mais ça nous évite de faire des messages qui durent 3 quarts d'heure à chaque fois, quoi. Sinon, c'est long à dire, hein, ça quand même. Fox Bravo X-Ray Zulu Delta. Allez. Donc, ça c'est à connaître, ces trois-là, savoir que on a ça. On va avoir ensuite dans les trucs un peu particuliers, les prototypes. D'accord? C'est des avions qui ne sont pas encore homologués complètement et voilà. Il va y avoir un autre qui n'est pas écrit ici que je vais vous donner, qu'on peut mettre pas loin des prototypes. FP, c'est-à-dire Foxtrot Papa. Non, ça c'est la construction amateur. Oula. C'est autorisé ça? Oui, c'est autorisé, il y a une fédération pour ça. En fait, tu peux acheter des avions en kit, tu peux fabriquer des avions. Non, mais pour de vrai, hein, c'est... Voilà. Vous imaginez que c'est pas forcément très simple. Voilà. Le deuxième à connaître absolument, un qui va être important, ça va être celui-ci. Le Foxtrot Juliette. Foxtrot Juliette, c'est pour les tondeuses... Les ULM, pardon. Donc, les ULM, en gros... Les ULM, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait dit quand on était à l'Hivernon? Est-ce que sur la queue de l'avion, sur la queue de l'ULM, il y a l'identification? Non, jamais. Ils n'ont pas d'identification, les ULM. Alors vous allez me dire, je viens de dire qu'ils s'annoncent en Fox Juliette et pourtant ils n'ont pas d'IMAT. C'est vrai.
Ils n'ont pas du maths. Et ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont remplacer le NN par le numéro de département d'où ils viennent. Donc là, par exemple, un qui serait à l'Hivernon, il ferait Fox Juliette 4-6 ou 46. Et ensuite, des nombres particuliers qui dépendent de plein de choses. Ok. Mais Et après, il y a des ULM, ils peuvent pas avoir de 600. Après, Sur pourquoi le... non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils sont pas obligés d'avoir d'immatriculation, donc en fait ils en ont pas. Oui. Oui, mais il n'y a pas quelque chose sur l'immatriculation, elle dépend pas de là où on habite. Par exemple, elle peut dépendre juste de là où on a acheté la Oui, et en fait c'est que les ULM qui ont ce règle con. Je vous ai dit, hein, vous pilotez une tondeuse, vous avez des règles liées à la tondeuse. Hein, à un moment. Voilà. Ouais. Salut YouTube, si vous aimez les ULM, c'est tant pis pour vous. Voilà. Il y a 2 personnes qui Ouais, c'est pas grave, je suis quand même très content. Non, en vrai, il y a quand même pas mal de monde hein, qui regarde. oui. Ouais. Putain, trop bien. Il y a Bah, plus ouais. d'une centaine de personnes. Allez. Oui, 100 personnes. Par vidéo. non, il y a- Ouais. facile. Bah, il y a plein de gens qui passent le BIA et qui n'ont pas forcément des cours dans leur aéroclub et qui du coup regardent en replay les vidéos. Ça fait une classe Après, aussi. on vous entend pas parler, on entend que moi. C'est pour ça que souvent quand vous me dites un truc, je répète. Ouais, mais les 3 quarts du temps, on vous entend pas parler, malgré le fait que vous êtes tout le temps en train de parler. Allez, le vol de nuit. Si je veux faire du vol de nuit, est-ce que j'ai le droit? Alors que j'ai mon brevet de pilote, est-ce que j'ai le droit? Ah non, t'as pas le droit. Il faut une qualification spéciale. C'est pas un diplôme, c'est une qualification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un peu comme le permis voiture. Quand vous voulez avoir une remorque assez lourde, vous êtes obligé d'aller passer des bonus. Bah là c'est pareil, il faut passer des bonus. Le bonus, il va se faire avec un instructeur qui va nous donner des cours spéciaux vol de nuit. Et voilà. L'heure aéronautique, est-ce que vous vous souvenez? Quand j'ai une journée normale, imaginons, voilà, ce matin, le soleil s'est levé à 7h, il se couche à 19h quelques, bon voilà. Ça, c'est la journée classique météo. Une demi-heure après le coucher du soleil. Une demi-heure après, 19h30, Une demi-heure avant. et une demi-heure avant, 6h30. Là, ça, c'est la journée aéro. Quand c'est comme ça, j'ai le droit de décoller à partir de 6h30 et d'atterrir jusqu'à 19h30. C'est pas parce que j'ai le droit que je vais le faire. Typiquement, en hiver, au moment où le soleil se couche, je peux vous dire que la demi-heure aéronautique, il fait noir. Noir, correctement noir. Hein. Donc en fait, aller se poser à ce moment-là, c'est du suicide. On a le droit, hein, mais c'est du suicide. Ok? C'est au cas où. Quoi. Ouais, mais non. Non, tu te démerdes pour être rentré Oui, avant, non, mais avant là. Là, je peux te dire que déjà un quart d'heure avant, Tu tu vois le soleil qui est en train de diminuer comme ça derrière. Et si tu as le malheur d'avoir une montagne juste dans le champ, ta nuit elle tombe encore plus vite que la nuit normale aéronautique. Donc il faut faire attention à ça, c'est pas parce qu'on a le droit qu'on va le faire. Mais du coup, avec le vol de nuit, c'est autorisé du coup de passer dans les nuages aussi. Alors, non, le vol de nuit ne permet pas de passer dans les nuages. Le vol de nuit permet de voler en dehors de ces heures-là. On reste quand même sur du vol à vue. Voilà. Donc, après, on voit pas forcément les nuages la nuit. Oui. Les pilotes de ligne, ils font la formation nuit et jour, ils font juste jour et après. Alors, très bonne question, tiens, je te remercie. Nous, on fait du vol à vue, c'est-à-dire du vol VFR. D'accord? Il existe ensuite un autre truc qui s'appelle le vol IFR, qui est du vol aux instruments. Pour faire le vol IFR, il faut avoir fait 2 choses. Il faut avoir fait le vol de nuit, plus tout ce qui est instrument. Et une fois que j'ai ces 2-là, je fais l'IFR. Ou plutôt, l'IFR comprend dans ses modules ces trucs-là. Le vol de nuit, il vole aussi des instruments, non? Oui, mais pas que. Parce qu'en fait, tu as des particularités la nuit de ce que tu vois à l'extérieur. Oui, mais bon. Et tu peux être vol VFR, vol de nuit, sans avoir fait des instruments. Mais c'est un peu dangereux quoi de voler. Non, mais tu sais te servir des instruments. Mais c'est pas pareil que voler aux instruments. Donc par exemple, avec un vol de nuit, on peut pas voler dans du brouillard. Non. Alors, qu'en vol aux instruments, on peut pas voler de nuit. Techniquement, normalement, non. Parce qu'en fait, tu as quand même des choses qui changent la nuit par rapport au jour. Et avec quand même. IFR, on peut tout faire. Et l'IFR comprend ces trucs-là. Ok? Ça a répondu à la question? Je sais plus qui c'est maintenant. Ok. Donc ça, il y a souvent des questions sur quand est-ce que c'est la nuit aéronautique, le fait que ce soit une demi-heure avant, une demi-heure après. On va reprendre des choses qu'on a déjà dit
Bah, comme ça fera des petits rappels pour ceux qui s'en souviennent pas. Mes boudelles, j'ai des couleurs dessus. Est-ce que vous vous souvenez des couleurs qu'il y a? Rouge, vert. Alors, rouge et vert, ouais, et blanc. Et blanc. Et c'est le rouge, il est où? Le rouge est à gauche. Ici, putain, ils m'ont pété mon boudel. Le bout de mon del, hop là, il clignote rouge. Ok. Les rouges, c'est les communistes. Ils sont à gauche. Waouh. Ah bah, et le vert, c'est à droite. Ok. Les écolos là maintenant. Ouais. Et bon, normalement, les verts sont aussi à gauche. Donc ça marche pas. Et en bas, à l'arrière, c'est blanc. Et le blanc, c'est à l'arrière, ici, soit en tournant, soit en derrière, comme ça. Ok. Il clignote, non? Et il peut clignoter, ouais. Et on va avoir souvent, même sur le dessus, un truc qui tourne. À quoi ça sert d'avoir des couleurs sur les ailes? Est-ce que vous en souvenez? Ça va dans la direction. Dans le sens de l'avion. Ouais. En fait, je suis loin de l'avion. D'accord? Imaginons, je suis cet avion-là, et il y a lui qui est loin. En fait, le fait de savoir, si je vois le vert à gauche et le rouge à droite, même si je vois pas l'avion, comme les éclairages, ils clignotent quand même assez fort, je sais que l'avion, il est en train d'arriver vers moi. Alors que si je vois le rouge à gauche et le vert à droite, il faut que j'imagine l'avion comme ça. Donc en fait, l'avion, il est en train de partir loin de moi. Donc c'est bon. Donc voilà. Ensuite, il y a une deuxième cas, c'est on va voir qu'il y a des réglementations de priorité. En avion, il y a de la priorité. En pratique, le but, c'est de passer loin de tout le monde, hein, mais il y a quand même des règles de priorité. Et le rouge et le vert permettent de se souvenir des règles de priorité. Ok? Donc voilà. Ici, ça permet de voir, quand on est dans l'air, souvent les deux lumières, elles sont assez proches. Et en fait, savoir si le vert, il est à gauche ou à droite, ça nous permet de voir si l'avion, il vient vers nous, s'il est comme ça, etc. Ok? Allez, survol maritime. Est-ce que j'ai le droit de survoler de l'eau? Oui. Ça c'est cool. J'ai le droit d'aller en Corse. Est-ce que j'ai le droit d'aller en Corse sans avoir aucun matériel? Ça dépend. Alors, en fait, ça dépend de quelle distance je vais survoler. Si je passe au-dessus du Lot, la distance est assez courte, j'ai pas besoin d'avoir un canot de sauvetage. Ça devrait aller. Par contre, quand je survole, quand je vais au-dessus de la Corse, il y a une très grande distance d'eau, donc je risque de devoir avoir un certain nombre d'équipements. Ces équipements, ils peuvent être au nombre de 2. Les gilets de sauvetage, ça c'est la première étape, c'est si je vais pas trop loin, ou si je vais très loin, des canots de sauvetage. D'accord? Voilà. En gros, dès qu'on survole une étendue d'eau, on doit avoir un gilet de sauvetage. Ça c'est le truc de base. C'est le plus simple. C'est facile d'avoir des gilets de sauvetage dans l'avion. D'ailleurs, à l'Hivernon, on en a pour justement quand on fait des voyages en Corse. Ok. Quand certains pilotes font des voyages en Corse. Par contre, au-delà de 30 minutes ou 50 nautiques max, ok, il faut avoir des canots de sauvetage. Alors, ça fait quand même une certaine distance ou un certain temps. Hein. Je vous le dis, c'est pas non plus. Aller en Corse, on n'a pas besoin du canot de sauvetage. Ok. On est un petit peu en dessous des délais. Voilà. Et en plus, il faut avoir des balises de détresse, etc. Ouais. Il faut moins de 30 minutes pour faire France-Corse. Ou si tu pars du bon endroit au bon endroit, oui. Ça va. Ouais. Dernier truc, on en a parlé un petit peu il y a à une époque, le plan de vol. Le plan de vol, c'est quoi? C'est en fait, je vais sur un site internet où j'appelle un numéro qui va bien pour informer les autorités que je vais faire un vol en partant de tel endroit, pour aller à tel endroit, en passant par tel endroit. En fait, on lui ordonne toute la route qu'on va suivre avec l'heure de départ, l'heure prévue d'arrivée, etc., le nom des passagers, tout ça. Le plan de vol, il n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, je vais réserver l'avion, je décide d'aller à Cahors, ensuite d'aller à Bergerac, je vais boire un coup et je rentre. Déjà, je ne bois pas d'alcool. Hein, jamais d'alcool quand on pilote. Mais en plus, je n'ai pas besoin de déposer un plan de vol pour ça. Dès que je vais passer au-dessus de l'eau, je suis obligé de déposer un plan de vol. Dès que je vais changer de pays, je suis obligé de déposer un plan de vol. Ok? Monsieur, Ouais. vraie question, est-ce qu'il peut y avoir des tests d'alcoolémie? Oui. Ou pas? Alors, à l'Hivernon, on n'en a pas souvent, pour pas dire jamais. En pratique, on en retrouve surtout dans les grands aéroports. Qu'est-ce qu'ils font les gendarmes? Il y a des gendarmes spéciaux. Hein. Ils viennent, ils vérifient tous les papiers de l'avion, tous les papiers du pilote. Ça doit être long. Oui, et ensuite ils vérifient l'alcoolémie, tout ça. Et ils vérifient les papiers des pilotes et de l'avion. Ça veut dire quoi? Nous, en tant que pilote, à chaque fois qu'on fait un vol, on est obligé de marquer quel avion, quelle heure de départ,
combien de fois on s'est posé, le nom du pilote, le nombre de passagers. On est obligé de mettre tout ça dans notre carnet personnel. J'ai un livre, hein, je vous l'avais montré, le carnet bleu, où je marque toutes ces infos. Et ensuite, il y a le carnet de l'avion sur lequel il y a les mêmes infos et il faut que ça soit cohérent. Ça doit être long. hein. Chaque vol, à la fin de chaque vol, moi, il me faut à peu près une demi-heure pour remplir les papiers. Ah ouais. Donc quand tu as volé 1 heure, tu as 1h30 de préparation, 1 heure de vol, une demi-heure de papier à la fin. Donc en fait, pour voler 1 heure, tu as fait 3 heures de boulot autour, quoi. Après, ça reste un plaisir, ça reste... voilà. Oui. Si les pilotes, la pilote elle est alcoolisée, c'est quoi les risques? Alors, les risques, c'est la perte de la licence, des choses comme ça, et bon, pourquoi pas la prison, mais... Après, il peut la repasser, la licence. Alors, tu peux avoir des interdictions, tu peux avoir... Enfin, en vrai, imaginons, aujourd'hui, je prends l'avion, je passe au-dessus du CEA à Gramma, licence, adieu, hein, c'est fini, je peux plus voler. Voilà, et amende, parce que c'est un site militaire. Donc en fait, on peut perdre sa licence autrement qu'avec de l'alcool en plus. Donc il faut faire attention quand on vole aussi. Ok. Allez, on finit un petit peu ces équipements-là. Le parachute. Alors le parachute, il est obligatoire dans 2 cas. Avion de voltige. Ok. À l'aéroclub, vous avez déjà vu Stan, peut-être. Il vous a montré son avion de voltige. Toi, je sais que oui. Les autres, je sais plus. Non, peut-être pas. Mais je lui demanderai la prochaine fois qu'il nous l'ouvre. Il a un avion de la RAF, de la Royal Air Force, donc l'armée anglaise. Hein. C'était un avion d'apprentissage. Et il servait à apprendre tout le pilotage aérien et aussi la voltige. Et donc, dans son avion de voltige, à chaque fois qu'il monte dedans, il a un parachute de sécurité. Deuxième élément qui peut être obligatoire, c'est l'oxygène. Alors, l'oxygène, c'est à quel moment? C'est que si on va au-dessus du niveau de vol 100. Ça fait quelle altitude ça, niveau de vol 100? 10 000 pieds. FL 100, ce que je fais, je rajoute 2 zéros pour l'avoir en fit. Voilà. Ça fait 10 000 pieds. Ça commence à faire haut. Hein. Pourquoi il faut avoir de l'oxygène à cette altitude? J'arrive juste après. Ouais. Je peux respirer. Parce que l'oxygène, Ben, parce que, alors il n'est pas nul, mais plus on monte en altitude, plus il est réduit. Et à ces altitudes-là, ça peut aller après assez vite d'avoir des petits vertiges et tout ça, donc il faut avoir de l'oxygène. Oui. Oh, ça m'échappe tout d'un fou, monsieur, mais le temps c'est obligatoire partout. Et moi, je me dis, même le jour où je conduirais, si j'avais en LPIA, tout ça, Non, pour aller faire l'avion, il n'y a pas de parachute. elle ne donne pas mon truc. Mais de toute façon, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le parachute, il faut déjà, savoir s'en servir, il y a plein de conditions. Et en pratique, un avion, ça vole bien. Et tu étais rarement dans des conditions où l'avion il vole pas. C'est-à-dire que l'avion, même si tu perds le moteur, il plane hyper bien. Donc en fait, le parachute, il ne te sauverait pas dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il ne te sauverait pas. C'est-à-dire que tu as plus de chances d'aller poser l'avion dans un champ que de sauter en parachute depuis ton avion. Et puis en plus, les avions ne sont pas forcément prévus pour. Et quand tu sautes de l'avion, Mais en planeur, il y en a toujours un de Alors, en planeur, il y en a toujours un parce que les planeurs n'ont pas de moteur, ils ne peuvent pas remettre les gaz. Alors qu'un avion peut remettre les gaz. Bon, à condition qu'il n'ait pas de panne, mais ce que je veux dire, c'est que le planeur, tu maîtrises moins ton vol que l'avion. Voilà. C'est pour ça que les planeurs, ils sont obligés d'en avoir un s'ils n'ont pas de moteur. Il existe des planeurs avec moteur. Moteur rétractable, moteur blabla. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé déjà il y a longtemps. C'était une éternité. mais c'est surtout que si on saute en parachute, en plus l'avion, du coup, on n'a plus aucun contrôle. dessus. Oui, après l'avion il s'écrase quoi. Donc bon, c'est un peu moyen. Oui, Emma? D'accord, merci Emma. Donc, au niveau du niveau 100, c'est que pour le pilote. C'est pour être sûr que le pilote il puisse redescendre et atterrir et survivre. Au-dessus du niveau 130, c'est obligatoire pour tous les occupants. Alors vous allez me dire, pourtant, dans les gros avions, on n'a pas forcément des bouteilles d'oxygène. Alors déjà, il y a des systèmes de masques. Et en plus ici, on parlait des aéronefs non pressurisés. Les gros liners, ils sont pressurisés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une pompe qui vient créer une atmosphère virtuelle à l'intérieur de l'avion. C'est pour ça qu'il fait froid là. Ça sert à ce que tu imploses pas. C'est pour ça qu'il fait froid. Non, ça sert à ce que tu aies assez de... En fait, que tu aies des conditions normales. Plus tu montes en hauteur, moins il y a de pression. Donc plus tu pourras avoir des sortes de gonflements comme ça. Et de toute façon, tu prends les gens qui montent en altitude, ils sont toujours pas très bien. Oui. Oui, parce que vous avez dit gonflement, ça me fait penser à ça. En fait, quand on prend l'avion, je sais pas pourquoi, mais vraiment, il y a un truc qui dit qu'il faut pas enlever ses chaussures et tout, parce que nos pieds ils gonflent. Est-ce que vous connaissez ou pas ça?
Bah alors en fait c'est de manière générale, la pression de l'avion elle n'est pas exactement la même que celle qu'on a sur Terre, elle est un tout petit peu en dessous, donc on a tendance à un peu gonfler. Voilà. Oui. Mais si on prend, mais si on prend une bouteille d'eau ou genre un paquet de chips dans l'avion, ça rétrécit. Ouais. Non, il va gonfler. Ah non il gonfle. Mais ça fait ça aussi quand on va. Alors en fait le problème, en fait il faut faire attention à un truc. Quand je prends la bouteille d'eau, donc c'est intéressant l'exemple de la bouteille d'eau, ceci est une bouteille d'eau. Alors pour Phil-Antoine qui ne sait pas, mes dessins sont toujours de la merde. Voilà, je dessine pas très bien mais c'est pas grave. Ma bouteille d'eau je la ferme. Ok. Quand je monte en altitude, la pression diminue. Ma bouteille d'eau devrait gonfler comme ça, d'accord? Sauf que quand je suis dans l'avion, des avions de ligne, à l'intérieur, il y a une pompe, on est dans une cabine, et il y a une pompe qui vient pousser de l'air pour que la pression ici soit la pression normale. Donc normalement, si c'est bien fait, ta bouteille d'eau doit rester à l'état normal sans gonfler ni rétrécir. Normalement. Ok, oui? Pourquoi ils interdisent les bouteilles? Pour se faire de l'argent? Non, pour éviter des explosifs. Ouais, pour éviter des substances explosives, blabla. Bon, pourtant tu peux... Parce que techniquement... Non, parce que techniquement, quand tu es comment ça s'appelle, au duty shop, tu peux acheter des bouteilles d'eau. Donc, Parce qu'ils ont été contrôlés, ils savent ce qu'il y a dedans. voilà. Mais c'est pas une histoire de l'eau qui peut exploser, c'est juste une histoire que la substance à l'intérieur, c'est de l'eau. Voilà. Et puis même si une bouteille d'eau explosait, ça ferait. Ouais. Ah bah tu sais comment. Pourquoi Après, il faut que je finisse hein, quand même. Il me reste une page et demie. Oui, on a un poids limite à respecter? un poids limite. Oui, sur une baguette. Pour te faire payer. Par Ah. exemple, je sais pas, une valise de 30 kg. Ouais. Et si on se pointe avec genre 35 kg, ouais, ça fait beaucoup. Une valise de 35 kg, on fait payer le supplément. En fait, Ok. quand j'étais petite, je pensais que le kilo en trop, on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas la place, parce que c'était dangereux. Alors, il y a complètement la place dans les avions de ligne. Ah oui, Pourquoi on limite le poids? De l'argent. Alors, pour gagner de l'argent, mais surtout, Gagner en portance. pas surtout pour en gagner, mais pour ne pas en perdre. Pourquoi? Plus j'ai de poids, plus il me faut de carburant. Parce qu'en fait, pour monter, ça va me consommer plus. S'il me faut plus de carburant, ça pèse plus, donc ça consomme plus. Donc en fait, alors, si on oublie l'argument de ils se font de l'argent sur notre dos, dans l'idée, les avions de ligne, ils remplacent jamais les réservoirs à fond. Ils vont remplir les réservoirs à fond que dans certains vols très rares. Typiquement, le New York-Inde, un des vols les plus longs qui fait, je crois que c'est 18 heures non-stop. C'est le seul endroit où ils font un vol réservoir quasi plein. Le reste du temps, ils font que des 1 tiers, 2 tiers, des pourcentages, parce qu'ils vont essayer de mettre le moins de carburant possible. Alors, le moins, on va voir, on va en parler juste après, Il garde quand même une avec marge. toutes les sécurités. Quand je prends, moi, l'avion pour l'Hivernon, je sais que je vais faire, par exemple, Figeac-Rodez, Rodez-Figeac. On va dire j'ai 1 heure de vol. Et bien, en fait, je ne prends pas 1 heure de vol. Je prends 1 heure de vol plus. Quand j'arrive à Figeac, il faut absolument que j'ai au moins 30, je crois que c'est 45 minutes de marche, ou 30 minutes. D'accord? Plus, s'il y a du vent, il faut que je prévoie une marge météo. Donc, suivant la force du vent du jour, on va dire je rajoute 20 minutes. Plus, si l'aérodrome de Rodez est fermé, il faut que je puisse, au cas où, aller à Cahors. Donc, il va me falloir que je calcule la distance Rodez-Cahors, en imaginant, je suis allé à Rodez, merde, il y a plein de chefs sur la piste, je peux vraiment pas me passer, elles veulent pas se pousser, je vais à Cahors. Donc là, je rajoute, on va dire, 30 minutes. Ok? Et pareil pour le retour. Donc en fait, tu as 1 heure de carburant pur, de vol, plus après, tu as une sécurité, un reste, qui doit rester au moment où tu atterris. Donc là, si tu regardes, pour un vol d'1 heure, en fait, il me faut presque 3 heures de carburant. Alors après, si je fais un vol de 2 heures, il me faudra quand même que 3 heures de carburant. Il faut bien voir qu'en fait, ces sécurités, et le pire cas, c'est quand je vais pas loin. Parce que les sécurités, c'est des trucs que je peux pas réduire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà. D'autres questions sur ça? Donc la sécurité en aéronautique, c'est de se dire, tout va mal se passer. Je prends des marges partout pour être sûr que ça passe. Ok? Le but du jeu, c'est pas de tomber en panne sèche d'essence. On peut pas se mettre sur le bord de la route et tant pis. Panne sèche d'essence en avion, ça veut dire qu'on est obligé de trouver un champ et de se poser dans un champ. Hein. Et là, la survie de l'avion, la nôtre, ça va à peu près normalement. Par contre, la survie de l'avion, on risque de l'avoir endommagée. Voilà. Non, pas foutu, mais on risque de l'endommager parce que c'est possible qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des choses autour. Bah, en fait, je parle des arbres, c'est juste que souvent, tu vas viser un champ, tu vois, tu vas viser, tu as plein d'arbres, hop, et tu vas voir, ah bah tiens, ce champ, il y a plein d'arbres autour.
tu arrives, tu vas venir essayer de te poser ici. Avec le stress, tu visais de te poser ici et là il y a des arbres, donc tu vas essayer de pas trop érafler les arbres. En pratique, tu vas te poser ici. Tu as l'impression que le champ il est en montée, mais en fait il est pas si en montée que ça faisait une cuvette à moitié, mais en fait ça descend. Bah, en fait tu vas rouler et c'est pas impossible qu'à la fin tu puisses pas complètement freiner et que tu viennes un petit peu taper. Ou sinon tu n'as pas vu qu'il y avait par exemple des cailloux Un trou. ou qu'il y avait une tranchée, parce que le paysan il y avait une tranchée à cet endroit-là. Voilà. Il peut y avoir des cas pas fun. Tout ça on l'apprend hein, quand on fait la formation de pilote, ça fait partie des cas qu'on apprend à gérer. C'est-à-dire qu'on va apprendre à jauger des champs, à voir si le champ, est-ce qu'il est assez long, dans quel sens je le prends. Donc tant que j'ai de l'essence, j'ai du temps. Le jour où j'ai pas d'essence, on fait celui qui nous inspire le plus, on suit nos règles vite fait, et puis voilà, on prie, et puis voilà. Ok. Ça va l'idée? Il y a le désert aussi. Bah, le désert, ça va, c'est cool, hein, il y a de la Tu peux place. te poser dans le désert. Moi non, mais oui, sinon Mais il oui. faut avoir des roues spéciales. Il faut avoir des roues spéciales, c'est des gros Dans boudingues. l'avant. Donc, Dans la- l'autonomie en carburant, c'est une vidéo à part entière que je vous conseille, c'est la N40. C'est un peu ce que je vous ai raconté ici. Je crois pas qu'il y ait des trop de questions. J'ai pas pensé à baisser ma vidéo, pardon. Hop. L'autonomie en carburant, c'est quand même quelque chose d'important. C'est ce que je vous ai raconté un petit peu. Hein. C'est qu'il faut apporter assez de carburant pour prévoir le vol, mais aussi tout le reste. Et souvent, ce qu'on croit, c'est qu'on va prendre qu'une heure de vol, ça va, mais il faut prendre la mise en route. Mise en route, c'est presque 10 minutes. Hein. Le roulage, la montée, le vol, etc. etc. Donc voilà. Et il faut toujours avoir des réserves. Donc c'est 30 minutes le jour, 45 minutes la nuit. Et ensuite, on doit avoir, si on est hors vue du terrain, il faut avoir au moins 30 minutes. Pourquoi ? Parce que si on se perd un peu, il faut le temps qu'on retrouve le terrain, qu'on contacte les autorités, qu'on leur dise allô, c'est Fox, Bravo Delta et je suis perdu. Est-ce que vous pouvez me dire quelle direction, quel cap pour aller vers le terrain de l'Hivernon Figeac? Voilà, LFCF. Donc, LFCF, ça se dit comment? Lima, Fox. Charlie. Fox. Voilà, ok. Donc ça, c'est pareil. Après, avec le stress, si on lui dit LFCF, le contrôleur aérien, il va pas péter un caca. Hein. Mais c'est vrai qu'on essaye d'utiliser au maximum les lettres aéronautiques. Allez, dernier élément. L'élément le plus important. Les accidents, ils arrivent surtout à cause du fait qu'il y a des pilotes. Oui. En gros, le facteur humain. Le facteur humain, c'est toujours le problème. Hein. Quand il y a un problème avec un ordinateur, souvent le problème, il est entre la chaise et l'écran. Voilà. Ouais, c'est ça. Quels sont les éléments importants quand on est pilote auxquels il faut faire attention? Le premier. Bah déjà, faut regarder. Bon, alors moi, je pourrais très bien avoir des lunettes, c'est pas un problème. C'est quoi les éléments qui peuvent faire que je sois un moins bon pilote que d'habitude? Notre confort de comment on est dans le cockpit, enfin, genre, être à l'aise pour bien. Ouais, ok. La fatigue, Alors voilà, dans les premiers, on va mettre la fatigue. l'alcool. Alors les réflexes, c'est de manière générale l'alcool, la fatigue, ok, alcool, drogue, Les médicaments. la faim, ok, la faim, l'envie de faire pipi, ok, Les médicaments aussi. faim, soif. Alors soif, c'est pas trop le problème, c'est surtout la déshydratation. Ça peut être un Ah oui, ça fait mal à la tête. déshydratation. Ça fait mal à la tête. Du coup, on peut aussi avoir un peu la tête légère, ok. Et la déshydratation, le problème, c'est que je vole. Quels moments c'est le plus sympa de voler? C'est en été, il y a un grand soleil, on est trop content. Puis on est en l'air, il y a un peu d'air et tout, c'est très sympa. Et on se dit, oh ben ça va. Et puis en fait, au bout d'un moment, on est ouf. Vous voyez, en plus, on a quand même beaucoup de sensations en avion. Et là, on a un peu la tête qui tourne. Et c'est le moment dangereux, quoi. Surtout sur des vols un peu longs. Ouais. Le manque de fer. Ouais. Donc là, ensuite, on va avoir en fait l'équilibre alimentaire au sens général. Dans l'équilibre alimentaire, il peut y avoir des déficits, par exemple pour les véganes, les végétariens, etc. Même les gens normaux, mais je parle surtout de ceux-là parce que ils ont souvent des carences. Manque de fer. Il peut y avoir aussi ce qu'on a mangé. Je prends un exemple, j'ai mangé des flageolets juste avant d'aller voler. Mine de rien, les flageolets, ça fait quoi? Ça fait des flatulences, ça fait des bulles. Or, les bulles, quand je monte et quand je descends,
elles peuvent grossir ou diminuer. Non, mais ça peut avoir vraiment des vrais inconforts et faire des problèmes digestifs. Hein. Des vrais trucs, des trucs pas marrants. Hein. Pas juste j'en lâche une et tant pis pour les passagers, ils ouvriront les fenêtres. Hein. Non, ça c'est pas ça. Donc, si on parle de tout ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans des accidents, c'est souvent 90% du cas où c'est les problèmes humains. Ok, ouais. C'est à partir de quelle altitude qu'on ne peut plus ouvrir les fenêtres sur un avion? Ouais, j'aurais tendance à dire un peu comme Jean. À partir de l'espace, tu peux plus ouvrir les fenêtres. Non, en fait, tu as vu tout à l'heure, on a dit que le FL100, c'est le moment où il faut commencer à avoir de l'oxygène. Donc, au-dessus, c'est pas que tu peux pas, c'est juste que... Voilà, tu peux ouvrir. Après, il fait pas forcément toujours très chaud. Oui, mais les des avions fois, de ligne, ils moi sont- ça m'est arrivé une fois où on avait un problème, ça sentait le gasoil à l'intérieur de l'avion. C'est jamais censé sentir le gasoil à l'intérieur de l'avion, je vous le dis. Hein. Le pot d'échappement, il est censé être en dehors de la cabine normalement. Cette fois-là, il y avait un problème, il y avait un trou. Et donc en fait, dans les ventilations qu'on avait, on avait des gaz d'échappement. Et on a commencé à sentir l'odeur et on commençait à avoir un peu la tête qui tourne. Quand c'est comme ça, tu réfléchis pas. Hein. Tu ouvres les fenêtres, tu descends et tu te diriges vers l'aéroclub. Tu réfléchis pas parce que tu sais pas combien de temps il te reste, donc tu vas te diriger tranquillement et tu ouvres la fenêtre, tu sais qu'au moins dehors tu respires de l'air. Alors pas chaud, pas forcément, voilà. Mais non, tu as de la marge avant de ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres. De toute façon, sur les avions qu'on a au club, ils sont pas pressurisés. Donc techniquement, c'est comme si les fenêtres elles étaient ouvertes. Hein. Mais même les Juste- avions pressurisés, ils ont des trucs qui ouvrent les portes. Tu vois, c'est Alors, avec dans les des bleus, cas particuliers, oui. les bleus dans les avions, on ne peut pas les ouvrir. Oui, effectivement. Mais on est au-dessus du FL100. L'alcool, à votre avis, c'est quoi la quantité qu'on a le droit? Zéro. C'est 0,0, ok. Combien de temps avant, j'ai pas le droit de boire d'alcool? 2 jours. Non, pas 2 jours. Bah, 2 jours, c'est 3 beaucoup, heures. hein. 3 heures, il faut 4 éliminer. heures, hein. Pour éliminer un verre d'alcool. Voilà. Donc là, en C'est fait, le code. pas d'alcool au moins 8 heures avant. Ça me saoule. 8 heures, mais c'était pas trop heures avant. 8 heures avant. Au moins 8 heures avant. En vrai, plus c'est, mieux c'est. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que là, c'est une bonne nuit de sommeil. Hein. Bon, vous buvez pas un whisky au café, quoi. Il y a des gens, ils décuvent pas en 8 heures. Hein? Il y a des gens, ils décuvent pas en 8 heures. Oui, mais alors, attention, si tu t'es pris une grosse murge, tu vas pas voler le lendemain, point. La question, elle se pose pas. On parle de, t'as bu un apéro, tu vas attendre 8 heures pour être sûr que tout soit bien éliminé et que tu aies toutes tes facultés. La pilotage d'un avion, c'est hyper fatigant mentalement, même quand on a l'habitude. Hein. Au début, c'est comme une voiture. Au début, la voiture, vous avez tout à gérer. Quand vous avez à gérer les pédales, les vitesses, le contour, les gens qui conduisent n'importe comment autour, je peux vous dire que c'est fatigant. L'avion, c'est x10. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas les gens. C'est combien de temps? Il y a Si, moins de gens. il y a des gens autour, t'as des ULM. T'es fou. Vous avez quelque chose contre les ULM? Non. Au lieu de Euh, sur la pelouse, ils sont dans les airs. On va éviter tout ce qui est les repas lourds. Et surtout, on va éviter les boissons gazeuses. On va pas faire un repas de famille avant d'aller faire. On évite les gros repas de famille avant d'aller voler. Les boissons gazeuses, c'est pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Des bulles peuvent, dans l'estomac, grossir, réduire, et ça peut être vraiment douloureux. Ça peut te faire comme si on te plantait des poignards dans le ventre. Hein. Ça fait hyper mal. Donc en fait, on évite les boissons gazeuses. Alors je dis pas, c'est pas parce que vous allez boire 2 gorgées de coca avant de voler que ça va arriver. Mais de C'est manière ça, générale, oui. il vaut mieux pas boire son coca avant d'aller voler, le boire après. Ça fera du bien, on sera en train de déstresser, tout ça. Et au moins, voilà. Ok? Et dernier truc, avoir un bon repos et un bon sommeil. Moi, ça m'est déjà arrivé d'annuler des vols parce que j'avais pas hyper bien dormi la nuit. J'ai appelé mon instructeur, je lui ai dit non, désolé, ce matin je le sens pas. Et en fait, dans l'aéronautique, il vaut mieux avoir quelqu'un qui dit je le sens pas que quelqu'un qui aille voler quand même. Voilà. Combien d'heures de repos Bon, une petite nuit de 12 heures, c'est bien, non? C'est long ça. Hein. 10 heures. Non, une nuit, il faut que tu fasses une nuit de repos. Donc, Ouais, 9 heures. bah oui, entre 7 et 9 heures, ça dépend de combien tu as besoin. Si tu as besoin de 10, tu prends 10. Si tu as besoin de. Voilà. Et la drogue, ça doit être longtemps. Non, mais la drogue, on n'en parle même pas. Vu que ça peut rester 2 mois dans les choux, Ouais. je crois, ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Allez, on a bientôt fini. Dans la des choux, comme ça. C'est bizarre. C'est bon, je peux effacer? C'est peut-être la prise de truc. Donc,
Comment tu peux dormir 12 heures? Bah si t'es fatigué, Oui, au code, ils te demandent des questions comme ça. ça arrive hein, de dormir 12 heures. Hein. C'est quoi votre max? 8 heures. La plus grosse nuit que vous ayez pu faire dans votre vie? 13 heures. 13 heures. 13 heures. Alors je finis juste ça, il me reste juste une page. Ça va aller vite, mais hop. Donc, allez, dernière page, on a bientôt fini. Vous restez concentrés 3 minutes encore. La vidéo 42. Donc, les effets de l'altitude. L'altitude, ce qu'il faut voir, ça va répondre en partie aux questions d'Emma de tout à l'heure. À partir de 12 000 pieds, on commence à avoir des maux de tête et à avoir de la fatigue. C'est-à-dire que c'est l'altitude qui crée ça. C'est le manque d'oxygène qui fait qu'on commence à avoir mal à la tête et à être fatigué. Mais du coup, si on est dans des avions pressurisés, c'est bon. Alors là, on parle que dans des avions non pressurisés. Ok. On parle des avions qu'on Ça utilise. fait combien en mètres à peu près? Alors, comment je fais pour avoir les feet en mètres? Est-ce que vous vous souvenez? Rajoute pas 6. J'enlève. C'est pas un truc avec les Non, j'enlève. Ah, en mètres? Ouais. On enlève un zéro. 3,2 non? Non, ça c'est pouces centimètres. Je sais pas. C'est à peu près du x3. Un feet, c'est 0,3 mètres, à peu près. Donc, quand j'ai des mètres, je fais x3 pour avoir un pied, ou quand j'ai des pieds, je divise par 3 pour avoir en mètres. À peu près. Hein. Donc là, si je fais 12 000 pieds, ça fait à peu près 4000. 4 000 mètres. 4 km, à peu près. Ok. Ensuite, quand je suis à 18 000 pieds, C'est x3 ou x03? bah, en fait, regarde. Si je vais de là, de là à là, je fais du x3. Si je fais du là à là, je fais du divisé par 3. Et divisé par 3, c'est égal à fois 0,33, 3, donc c'est à peu près 0,3 quoi. Ok, à peu près. C'est bon? Normalement, vous avez une fiche, vous avez mis toutes les unités. Les unités de distance, les unités de vitesse, tout ça, tout ça. Vous avez une belle fiche avec tout ça, hein, normalement. Vu qu'à chaque fois, je vous le dis de le mettre sur la fiche. Qu'est-ce qu'il y a, Inès? Mais j'ai effacé parce que je pensais que vous aviez fini. Oh là là, c'est long, hein. Alors, 18 000 mètres, les maux de tête et la fatigue. En plus, on a la somnolence, on a des perturbations visuelles, on a des troubles du comportement, une perte de coordination. Globalement, ça commence à puer. Hein. Mais comment ils font ceux qui montent l'Everest sans oxygène? Mais il galère, il meurt. Alors déjà, ils galèrent, voilà. Ils ont de l'entraînement, etc., etc. Oui. Ok. Ensuite, 22 000 pieds. Donc là, ça veut dire que vous étiez déjà un peu con d'être monté là. Là, vous commencez à être vraiment débile. Palpitation. Des palpitations, de l'hyperventilation, du collapsus et de la perte de connaissance. C'est quoi du collapsus? J'en ai pas la moindre idée. De rien. T'as d'autres questions? Des convulsions, de la perte de connaissance. C'est-à-dire si vous n'étiez pas déjà mort ici, vous pouvez l'être ici. Félicitations. Et à 25 000 pieds, le temps de conscience utile, c'est-à-dire c'est 2 minutes. Pourquoi c'est Au bout de important? 2 minutes, Parce que techniquement, en vrai, c'est pas avec mon avion où je monte jusqu'à en arriver là. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est des avions pressurisés qui perdent la pressurisation. Je recommence. Des avions qui sont pressurisés, qui perdent le côté pressurisé à 25 000 pieds. Le pilote, il sait qu'il a moins de 2 minutes. Oui. Juste pour dire, c'est juste un malaise. D'accord. Donc là, c'est du malaise, le collapsus. Pourquoi il Donc il y a une différence avec, De tension. avec une chute de tension. D'accord, ok. Merci. Qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que quand on dépasse 12 000 pieds, c'est le moment de redescendre. On redescend et on revient à des altitudes correctes. Ok. L'hypoxie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hypoxie? C'est composé de deux mots. Hyp ou hypo. Ox. Hypo, c'est qu'il n'y a pas. C'est assez un manque d'oxygène. d'oxygène. Ok. Donc, l'hypoxie, c'est surtout en montée qu'on le sent. Ok. Et plus on monte, ben, plus il y a de l'oxygène qui commence à nous manquer. Et vers 10 000 feet, c'est là où on commence à le sentir. C'est-à-dire on va sentir qu'on a du mal à respirer. On se sent un peu essoufflé comme si... voilà, et on n'arrive pas à trouver de l'oxygène. Vraiment. Ok. L'hyperventilation, c'est quoi? C'est quand on va respirer très vite. Ok.
L'hyperventilation, ça peut être quand on est stressé, quand on a de l'émotion ou de l'anxiété, d'accord? Le problème de l'hyperventilation, c'est qu'on va respirer très vite et en fait, ça va commencer à faire la tétanie. C'est-à-dire qu'en fait, vos membres, vous allez commencer à plus les sentir. Un peu comme des fourmis, mais sans le côté sympa des fourmis. Voilà. Vraiment, juste, vous sentez plus rien. Si ça vous est jamais arrivé, moi, ça a eu la malchance de m'arriver une fois, tombé par terre. Hein. Pas en avion, au sol. J'étais dans un lycée et en fait, hyperventilation, crise d'anxiété, hyperventilation, donc j'ai respiré hyper vite. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils vous font faire? Prendre un sac, respirer dans un sac. Parce que le fait de respirer dans un sac, on va limiter le CO2 absorbé par le corps. Voilà. Et ça va ralentir forcément la respiration. Et dans ces cas-là, ben, c'est tétanie. Tétanie, on est tétanisé. Ok. Voilà. Il nous reste un dernier truc, le barotraumatisme. Baro, La pression barométrique. c'est lié à la pression. Voilà. Et traumatisme, bah, c'est un traumatisme. Ok. Le barotraumatisme, c'est quand la pression elle augmente. Alors la pression elle augmente quand je suis en train de monter ou quand je suis en train de descendre? Quand on descend. Quand on Descend. Quand on descend. T'es con. La pression, quand je monte, il y a de moins en moins de pression. Oui, il y a moins de pression. Il y a de moins en moins de pression quand je monte. Donc c'est quand je descends. Ah, c'est quand je descends. Il faut faire des paliers un peu. Exactement. En fait, vous imaginez, comme ça augmente la pression ici, il va y avoir des problèmes de pression. Donc, il faut absolument qu'on fasse attention à faire des paliers, à redescendre pas trop vite. De toute façon, on le sent vite. Hein. Si on redescend trop vite, on commence à sentir que ça... Ouais. Oui, Anaïs. Le barotraumatisme, ça peut se faire aussi en plongée. Oui, Là, en plongée, c'est exactement. l'inverse. C'est ça. C'est que En- En enlève la plongée, en fait, en plongée, c'est l'exemple inverse. Tu passes des hautes pressions qui sont très profondes, tu remontes vers des basses pressions. Qu'est-ce qui se passe en plongée? Dans les hautes pressions, tu as du gaz qui est contenu dans tes veines et tout ça. Ça explose. Elles grossissent, vu qu'il y a moins de pression. Voilà. Là, c'est un C'est peu pas le bon. truc inverse. D'accord. On En tout cas, ce qui est sûr, faut faire gaffe. Ok. Pourquoi on fait gaffe dans ce sens-là? Parce que la descente, on peut arriver à faire des descentes très rapides. J'ai les moteurs à fond, je me mets comme ça, je vais descendre hyper vite. Monter très vite, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Il faut avoir des avions hyper puissants. Quoi. Ok. Donc en fait, descendre hyper vite à 600 pieds minute, c'est facile. Monter à 600 pieds minute, il faut avoir un bon avion déjà. Et puis après aussi, il y aura le... Il n'y a pas de très grosse variation entre la haute altitude et la basse altitude comme en plongée. Alors, c'est moins important qu'en plongée. C'est pour ça qu'en plongée, les paliers, ils sont hyper importants. Et en avion, on a moins ce phénomène de palier. Oui, mais un On bar, fait juste c'est 10 mètres. attention à descendre, non pas comme des bourrins, mais à descendre progressivement. Ok. Ce problème de barotraumatisme, ça va avoir trois effets. La première, compression de l'oreille interne. Pour ça, on va faire une manip. Est-ce que vous la connaissez, cette manip? Bah, imagine. Mâcher, bailler, ou sinon se boucher le nez et souffler. Il faut Voilà. bouger aussi là. Ou tu l'as Comme ça. Voilà. Les trois, hein, vous faites ça et ça va vous aider à équilibrer votre oreille interne. Deuxième chose, ça peut faire des problèmes de dents. Alors, si on a des caries ou des plombages qui sont maltraités, comme il peut y avoir du pus, ça peut grossir ou voilà. Ok. Et là, ça fait hyper mal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu mal aux dents. Je ne vous le souhaite pas. Le jour où on a mal aux dents, on sait ce que c'est. C'est-à-dire que c'est des douleurs à s'en taper la tête contre les murs. Hein. Vraiment, tellement ça fait mal. Troisième, problème intestinaux ou de sinus. Quand on a le nez bouché, on va éviter de prendre l'avion, ou en tout cas on va faire hyper gaffe, parce que le nez bouché va être hyper violent pour l'organisme. Et Oui, vraiment, et quelqu'un qui a le nez bouché qui va voler, il va regretter d'être allé voler. Hein. Ça fait mal. Ça fait hyper mal Ça au crâne régule et la tout ça. pression, Ouais, en fait, ça permet pas à ta pression interne de s'équilibrer, et c'est l'infamie. Vraiment, Ouais, c'est pour ça qu'on a mal à la tête. Ouais. Quand on a les sinus. L'infamie, c'est infâme. Voilà. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de prendre l'avion un jour avant, non, un jour après avoir été en plongée. Ouais. Alors il y a en plus ça, c'est là, j'y allais. Effectivement, si j'ai fait de la plongée, on va éviter de prendre l'avion au moins 24 heures après. Parce que les gaz, on a dit tout à l'heure, les bulles, il faut le temps qu'elles regrossissent, il faut le temps que tout se rééquilibre dans le corps. Et le problème, c'est que nos cellules, c'est des cellules qui contiennent du liquide, des gaz, des trucs comme ça, plein de choses. Et il faut le temps que notre corps il retourne à un certain équilibre. Si on ne respecte pas ça, on peut avoir des gros problèmes de santé.
il reste un dernier effet humain qu'on n'a pas ici, qu'on va donner à la fin de la page. Ce qu'on appelle l'effet tunnel. Alors, c'est quoi l'effet tunnel? Hop, je vais le mettre ici. Hop, ce sera le N44. L'effet tunnel. Ouais. L'effet tunnel, c'est un effet humain qui dit que on a toujours l'impression d'avoir raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, imaginons, je suis en train de piloter. Mon avion, je passe par malchance. Alors, j'ai pas le droit de le Ah faire oui, volontairement, je dans passe un par nuage. malchance dans un nuage. Ouais, c'est ce Mon que j'avais avion, je suis en train de piloter, j'ai la sensation d'être bien assis. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que petit à petit, il va dériver. D'accord? Il peut très bien être comme ça et je suis en plein milieu du nuage. Comme j'ai mon centre de gravité qui est attiré vers le sol de l'avion, je peux très bien être comme ça et avoir l'impression d'être à l'horizontale. Et là, je vais regarder mes instruments et mon instrument, il va me dire un truc comme ça. Oula. Si je fais, donc là c'est l'horizon artificiel, mon instrument il va me dire un truc comme ça. D'accord? Et là je vais me dire, ah ben l'instrument il doit être pété. Et dans notre tête en fait ce qu'on va faire c'est que notre cerveau il va pas regarder cette info. Parce que c'est pas cohérent avec ce qu'il ressent ou ce qu'il a l'impression. Et donc il va oublier toutes les infos qui sont pas cohérentes avec ce qu'il ressent. Et ça c'est l'effet tunnel. Et c'est hyper dangereux parce que l'effet tunnel fait que des fois on va avoir l'impression que ça c'est pas vrai ou que ça c'est pas vrai ou que le contrôleur s'est trompé. C'est juste notre cerveau qui essaye d'être cohérent. En fait, le cerveau, il gère très mal quand il y a des infos contradictoires. Et il aime bien quand tout va bien ensemble, quand tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et l'effet tunnel, c'est notre cerveau qui va faire que il va se concentrer que sur certains éléments qui sont cohérents avec ce qu'il ressent. C'est D'accord? comme les hallucinations. Voilà, exactement. Allez, il nous reste les effets des accélérations, c'est quand même le truc assez stylé. Les accélérations, c'est un truc cool. Les accélérations, elles vont avoir des effets sur notre corps. Alors, si je suis à 1 G, qu'est-ce qui se passe? Rien. Bah, c'est normal. C'est normal. Ah ouais, là c'est normal. En fait, le 1 G, c'est quand j'ai la gravité normale. Là, actuellement, on est tous à 1 G. Félicitations, vous êtes à 1 G. Comme il y a une pression de 1 bar autour de nous. Il n'y a pas une pression de 1 bar, il y a la pression de 1 atmosphère. Mais une atmosphère c'est égal à 1 bar, non? Ah non. Ah non. Je regarderai tout à l'heure si tu veux. Je finis ça parce que sinon... Donc là, c'est la gravité classique, d'accord? 2G. Alors 2G, c'est à quel moment on va avoir 2G? Je suis en avion, je me mets à 60 degrés et je fais un virage. Oui. Emma. Je me mets à 60 degrés et je fais un virage. Là, je vais avoir 2G. Ça veut dire quoi? Je suis assis dans mon siège, je vais avoir 2 fois mon poids vers le siège. Je peux vous dire qu'au moment où on fait le virage à 2G, on le sent passer. Anaïs, elle a pu le tester, on n'était pas complètement à 2G. On le sent bien. Hein, voilà. Donc là, 2G, on va avoir une sensation d'être... qu'il y a un poids sur notre tête, on est appuyé comme ça, et on est lourd, et même pour lever le bras, c'est compliqué. Hein, parce qu'on n'a pas l'habitude. Ben oui, ton bras, il pèse 2 fois son poids. Donc en fait, c'est comme si tu devais te battre contre un truc pour lever ton bras. 3G, qu'est-ce qui se passe? On va avoir en plus la fréquence cardiaque et respiratoire qui arrive. Alors ça, c'est pas des choses qu'on peut faire facilement avec notre avion. En tout cas, c'est surtout pas des choses qu'on va viser. En voltige, c'est des choses qu'on fait régulièrement. 4G, on perd la vision périphérique. C'est-à-dire qu'on voit plus ici. D'accord? On va avoir la vision centrale qui va commencer à avoir un voile gris. 5G, on va avoir un voile noir. Pourquoi? Vous imaginez, on est tiré vers là. Le sang, il va être tiré vers où? Vers le bas. Vers le bas. Il n'y a plus de sang devant les yeux, il n'y a plus rien. Donc Il y a en plus gros, de il n'y a sang dans le plus rien, c'est noir. Écran noir. Ça, c'est ce qu'on appelle le voile noir. Maintenant, on va parler quand même des accélérations négatives, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux avoir une accélération négative? Au freinage. Vous imaginez, je suis en train de monter comme ça, et d'un coup, je décide de descendre. En fait, si d'un coup je décide de descendre, je suis tiré vers le haut. À 0G, je suis en quoi? Ça s'appelle comment 0G? Ben, c'est moins une fois notre poids. Ben, On c'est pèse quand, Quand il n'y a pas de poids, c'est ce qu'on appelle l'apesanteur. voilà, c'est pas quand il y a des avions, des fois, qui prennent. Qui Ouais, descendent. alors il y a un avion spécial qui fait ça. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il monte, il redescend comme ça, et ici, dans toute cette phase-là, on On est en chute flotte libre. à l'intérieur de l'avion. Mais en fait, c'est de En la fait, chute libre. En vrai, on est en chute libre, mais comme l'avion chute libre à la même vitesse, on a l'impression d'être en apesanteur. D'accord? L'apesanteur, il n'y a pas de U.
apesanteur, ça veut dire qu'il n'y a pas de pesanteur. Ok. Alors c'est pas une vraie apesanteur dans ces cas-là, c'est une chute libre, hein, mais bon. Moins 1G, ouais, c'est un peu comme si je faisais un poirier. Hein. Quand je me mets à l'envers, vous êtes d'accord que ça m'attire vers le haut, pile poil de la valeur de la gravité, donc c'est un poirier. Moins 3G, on commence à avoir ce qu'on appelle 3 fois quelqu'un sur nous. 3 fois G, ça veut dire 3 fois G dans ce sens-là. C'est le voile rouge. Ah Ouais. oui. Tout le sang monte au cerveau. Voilà. Et à moins 9G, on a la perte de connaissance. Bon. Bref. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le corps humain supporte plus les G positifs que les G négatifs. Donc, une petite question avant que je vous laisse partir, on aura fini. Je suis avec un avion de chasse. Je veux descendre extrêmement vite vers le sol. Qu'est-ce qui se passe si j'étais comme ça et que j'essaye de descendre extrêmement vite? Je prends des G négatifs. Donc le problème, c'est qu'en avion de chasse, s'ils font ça, ils prennent des G négatifs et c'est très mauvais parce qu'on peut vite avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire en général quand ils veulent descendre très vite? Ils vont se mettre sur le dos et ils vont descendre comme ça. Parce que si je fais ça, regardez, là c'est quoi que j'ai? Ça va être des G positifs. C'est quoi le maximum de G qu'on peut prendre en avion de chasse? Avec les avions, le Cessna, je crois qu'on est à moins 2, plus 2, un truc comme ça. En avion de chasse. Ah, je sais pas. Ils ont des entraînements spéciaux, ouais. Dans le dernier Top Gun, il n'était pas allé à 10 G. Ouais, après, attention, les militaires, ils ont des entraînements spéciaux, les voltigeurs, ils ont des entraînements spéciaux, enfin, voilà, ok. Donc ça, c'était les... Pardon? Il a sauté à 8G ou je sais pas quoi. Là, j'ai pas écrit, mais à plus 9G, on a aussi la perte de connaissance, hein. Ok. On est à peu près équilibré dans les pertes de connaissances en positif et en négatif, mais bon. Il nous restait un dernier truc dont on n'a pas parlé, que je vais écrire ici et j'ai fini. N43, c'est les illusions sensorielles. Illusions sensorielles. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme illusion sensorielle? À quel moment on peut en avoir? La pire, c'est en vision nocturne, déjà. En vision nocturne, imaginez, j'ai une montagne avec dessus une route avec des lampadaires. Qu'est-ce qu'on va avoir l'impression? Que notre avion, il est penché. Parce que pour le cerveau, en fait, il ne verra pas la montagne, il ne verra pas que c'est une route qui monte. Et il va se dire, ça c'est une rue, et les rues, elles sont comment? Elles sont à plat. Et donc en fait, notre cerveau va faire qu'on va avoir tendance naturellement à tourner le volant pour se mettre à l'horizontale par rapport à la rue. En fait, les illusions sensorielles, c'est le pire parce que c'est notre cerveau qui nous ment. D'accord? Il y a un autre problème dans les illusions sensorielles, la vision nocturne. Est-ce que vous savez à peu près combien de temps il faut pour s'adapter à la vue la nuit? On me dit 10 secondes, eh bien non, il faut environ 30 minutes aux yeux pour vraiment complètement s'adapter à une vision nocturne. Bah c'est au moment où le soleil se couche, donc ça fait... Ouais, mais en fait, il te faudra même 30 minutes après ça parce que tu as encore un peu de lumière. En altitude, tu as encore un peu de lumière pendant la nuit aéronautique. Ouais. Mais c'est 30 minutes tout le temps. Ouais, à peu près, ouais. Ah ouais. Après, c'est pour vous donner un truc. Hein. Il peut y avoir la désorientation spatiale. Par exemple, celle qui est liée au nuage, par exemple. Mais ça, c'est un peu l'effet tunnel. Alors, La désorientation spatiale. alors non. Ah non, vu que Non, l'effet c'est une tunnel- sensation de ton corps d'être dans un sens dans lequel il n'est pas. Exemple, c'est quoi que tu n'arrives pas à lire? C'est lié au Exemple lié au nuage. D'accord? Oui, l'effet tunnel, c'est de se dire que les instruments sont... Ouais. Il peut y avoir des troubles de l'équilibre. Les troubles de l'équilibre quand on est enrhumé. Vous avez jamais eu ça? Quand on est enrhumé, on a tendance à moins bien se repérer dans l'espace. Oui, c'est quoi? C'est Là? au-dessus, c'est... Désorientation spatiale. On peut avoir le mal de l'air aussi. Alors le mal de l'air, ça fait que on a plus de sensations que ce qui se passe vraiment. Et dernier truc, il peut y avoir des illusions d'optique. Et ces illusions d'optique, celle-là, c'est celle qu'on va avoir vraiment. Exemple,
une piste qui est large, une piste qui est longue. Pourquoi on a des illusions d'optique? On va avoir l'impression d'être des fois plus haut ou plus proche du sol. Et donc en fait on pourrait aller taper ou faire un arrondi à un endroit où on n'est pas prêt, quoi. Voilà. Il peut y avoir aussi la pente. Quand il y a une pente, ça nous joue des tours. Voilà, plein de petits trucs, quoi. Là, tout ça, c'est plus pour que vous ayez des choses auxquelles vous pensez quand vous passerez l'examen. Parce qu'on peut vous poser des questions sur ce genre de petits trucs. Et on va pas vous demander une liste des trucs qui font des illusions. Ok. Bon, ça va? Ça vous a pas trop... C'était pas trop long? J'ai essayé de dire des trucs à peu près pas trop chiants, mais bon. C'est pas toujours facile.